à tous et merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour cette heure des pros tout à fait exceptionnelle, puisque dans un court instant maintenant nous prendrons la direction de Marseille où Laurence Ferrari nous attend pour cet entretien exceptionnel avec le professeur Raoult. Bonjour Laurence, on vous retrouve dans un instant. Je profite de ces quelques secondes pour présenter Fatima Yadani, docteur en microbiologie qui est avec nous sur ce plateau, Robert Cohen, professeur de pédiatrie, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, et Florian Tardif, notre journaliste CNews. Merci à tous les trois d'être présents. On débriefera donc ce long entretien entre Laurence Ferrari et le professeur Raoult juste après cette interview donc qui débute tout de suite. Laurence, c'est à vous. On prend la direction de Marseille. On vous retrouve pour cet entretien exceptionnel. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de me recevoir pour CNews en direct depuis l'IHU de Marseille. C'est le plus grand centre français consacré aux maladies infectieuses. Alors, nous sommes le 19 août 2020. L'épidémie de Covid a démarré il y a 8 mois à peu près dans notre pays et a tué près de 30 400 de nos concitoyens. Aujourd'hui, les Français sont inquiets de ce qui va se passer là dans les prochains jours, à la fois dans les écoles, la rentrée scolaire, est-ce qu'elle peut être remise en cause? Dans leur vie, le masque sera obligatoire dans les entreprises, dans certaines rues aussi. Et il y a chez certains un sentiment d'inquiétude, de défiance même, vis-à-vis à la fois du corps médical et du gouvernement. Alors vous êtes un chercheur, un microbiologiste. On va prendre le temps de chercher des explications parce que je crois que vous voulez dédramatiser la situation. Aujourd'hui, est-ce que l'épidémie repart? Il y a un certain nombre de chiffres, d'indicateurs, celui de la DGS, Direction générale de la santé, plus 2000 nouveaux cas en 24 heures. Est-ce qu'on assiste, selon vous, professeur Raoult, à une reprise de l'épidémie ou pas? Pas, pour l'instant, ça n'a pas cette forme-là. Si vous voulez, encore une fois, et pour la énième fois, parce que je répète ça à chaque fois que je m'exprime, l'avenir d'une maladie nouvelle est imprévisible. Donc il faut se mettre ça en tête, c'est-à-dire il y a toujours des gens il y a toujours eu des gens qui ont essayé de prédire l'avenir, vous savez. Et en particulier les politiciens, aussi longtemps qu'on remonte. Vous savez, les consuls romains avaient un hospice et un aruspice à côté d'eux. Il y en a un qui regardait le vol des oiseaux, l'autre les entrailles des oiseaux, pour leur dire si c'était ce jour qu'il fallait se battre ou pas. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une part imprévue, et donc qui s'appelle la chance, où on cherche les signes pour savoir ce qui va se passer. Mais tout ça est juste scientifiquement imprévisible. Mais là, on regarde les chiffres. Plus de 2000 nouveaux cas en 24 heures. Oui, c'est un rebond auquel vous ne croyez pas il y a quelques mois? C'est très difficile à interpréter parce qu'il y a plusieurs... Ce que l'on peut faire, c'est de comparer par rapport aux maladies qui existent, en particulier les maladies qui sont transmises par voie respiratoire. La plupart des coronavirus se présentent. Nous, on a fait un travail là, qui est publié. Il y a 4 coronavirus qui circulent maintenant de manière endémique, qui sont apparus à un moment, qui maintenant circulent de manière endémique, c'est-à-dire tout le temps, qui ont une activité saisonnière importante. Sur l'ensemble de la planète. Hein. Sur l'ensemble de la planète. Un pic saisonnier important et un fond de circulation, si vous voulez, toute l'année, avec des pics saisonniers, sans qu'on ait jamais compris pourquoi il y avait des pics saisonniers, qui est un mystère total de l'épidémiologie. Il est possible que ça prenne cette allure-là. C'est très difficile, si vous voulez, de comparer ce que nous on appelle l'incidence à la fréquence d'une maladie quand on change les outils de mesure. C'est-à-dire que quand on a commencé, la France, on le sait, il y avait un retard considérable à la mise en place des tests. Donc on sous-estimait la fréquence et on surestimait la gravité, puisqu'on testait que les gens qui ne pouvaient plus respirer dans certaines zones, pas ici. Ici, on a des données qui sont plus fiables parce qu'on a tout de suite testé beaucoup. Et d'ailleurs, au début, on se faisait faire les gros yeux parce qu'on ne testait pas assez. Et maintenant, on nous dit qu'il faut que vous testiez encore plus. Je ne sais pas, à la fin, on va quand même avoir une limite à ce qu'on est capable de tester. Il y a encore ce matin des centaines de personnes devant l'IHU de Marseille pour se faire tester. Oui, mais ça on a toujours eu ça. On a depuis le début, on a eu beaucoup. Donc, si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation,
qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Et est-ce que c'est parce que le profil de ces personnes, de ces malades, a changé? Est-ce qu'ils sont plus jeunes aujourd'hui? Parce que c'est un peu la réalité. C'est ce qu'on pensait, mais c'est ce que j'ai montré hier sur ma vidéo. En réalité, c'est un peu ça. Il y a un peu plus de jeunes, si vous voulez, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas tant que ça. La maladie a changé, mais là aussi, c'est un très grand mystère des épidémies et des maladies infectieuses, si vous voulez, c'est que les maladies infectieuses, les épidémies, quand elles commencent, elles ont un rythme de transmission qui s'accélère, il y a de plus en plus de transmissibilité, elles deviennent de plus en plus graves, et puis ceci diminue sans qu'on ait jamais compris pourquoi. Certains pensent que c'est l'immunité de la population qui a changé, mais ça n'a toujours été qu'une hypothèse. Mais les épidémies disparaissent toujours. Hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, hein, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y a les épidémies de rougeole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête? Encore une fois, on a toujours spéculé que c'était le taux de protection, d'immunité de la population, mais ça n'a jamais été démontré, c'est pas clair. Donc là, vous n'êtes pas inquiet de cette reprise potentielle de l'épidémie? Non, écoutez, dans ce qu'on a actuellement, si on prend toutes choses égales par ailleurs, là, ces données que j'ai données, nous, on a des données pour tous les coronavirus, donc les 4, on a des données pour 3 paramyxovirus, 2 virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial, les adénovirus. Cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital. Leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très très loin de 1%. On est beaucoup plus bas que ça. Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage. Ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas. Mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça. Mais globalement, moi, je ne sais pas pourquoi il y a des années où il y a de la grippe A, des années où il n'y en a pas, des années où il y a de la grippe B, des années où il n'y en a pas. Pourtant, Dieu sait que la grippe, on la connaît, on l'a surveille. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après, il y en a plein? C'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Enfin, il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal, et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement. C'est comme ça. On va parler tout à l'heure de la thérapeutique, de l'hydroxychloroquine, dont vous continuez de dire que c'est aujourd'hui le seul traitement qui fonctionne et qui n'a aucun effet secondaire. On va parler du vaccin aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes et d'annonces faites par certains pays autour des vaccins. Mais on va parler des masques, si vous le voulez bien, les fameux masques, parce que parmi les 2 mesures de prévention, les masques et les tests, le masque, c'est le grand sujet du jour. Certaines villes l'imposent dans la rue, Marseille en partie, Paris également. 130 CRS ont été envoyés en renfort ici pour obliger la population à le porter dans la rue, 700 opérations de contrôle, le porte-parole du gouvernement qui vient. Est-ce que c'est de la communication, tout ça? Ma question, c'est est-ce qu'il est prouvé scientifiquement que le masque protège absolument du Covid-19? La chose qui est démontrée scientifiquement, c'est que le masque protège les gens dans le domaine du soin. Voilà. C'est-à-dire quand vous soignez quelqu'un, bien entendu, vous avez des contacts très proches. Quand vous auscultez quelqu'un, que vous mettez votre stéthoscope sur la poitrine de quelqu'un, il vous souffle dessus. Là, moi, il y a un travail que j'ai révisé récemment où les gens regardaient quand on fait une trachéotomie, le risque de transmission autour d'une trachéotomie qui est assez important. Hein. Donc il faut là soit toute la pièce qui soit protégée. Ça, c'est assez clair. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Et donc ça, c'est de la science de type sciences humaines et sociales. Mais psychologique. Oui, c'est de la science humaine et sociale. C'est une autre science que la science virologique, mais c'est une science qui existe aussi. Moi, donc,
moi, depuis le début de la maladie, et dans ce que j'ai écrit avant même que la maladie arrive ici, j'ai dit dans toutes ces choses que j'ai vues depuis si longtemps. Donc, moi, la première épidémie que j'ai vue, c'est celle du sida. Ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Donc, la peur fait des comportements extraordinairement dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de la débandade de 1940, où il y a eu plus de morts à cause de la peur de la défaite que de la guerre, quand même. Et donc, si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, qui voudrait imposer, faire. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, n'avait pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on reste à un niveau de recommandation plus que d'obligation, parce que j'ai peur que ça devienne encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc, c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc, il faut se calmer. Il faut faire des recommandations de bon sens, je crois, mais je redoute, dans une société qui est aussi fragile et aussi nerveuse, si vous voulez, toutes les mesures qui augmentent cette tension qui n'est pas justifiée par les nombres. C'est justifié. Ce qui se passe, et l'analyse que l'on fait, et qui est peut-être, je sais que je fais peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur. Le plus important, peut-être, c'est rappeler que c'est les mains aussi, les gels hydroalcooliques sur les mains. La transmission se fait aussi beaucoup par les mains. On sait que c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai. Moi, j'avais été le reviewer du premier article qui avait été fait par Grapp en Pakistan, où vous avez découvert par hasard que ça protégeait des infections respiratoires en testant la protection contre les infections digestives. C'est rendu compte que ça protégeait autant les infections respiratoires que digestives. Moi, j'ai fait la même étude qui est publiée actuellement dans 2 villages au Sénégal où on a implanté le savon régulièrement avec le lavage. On a donné les savons, etc. On a une diminution spectaculaire des fièvres et des pneumopathies. Spectaculaire. Donc, le lavage des mains, le passage de l'eau alcoolisée. Et là, j'avais communiqué avec le ministre pour lui dire, et ça a été suivi d'effets immédiats. On n'arrivait pas à trouver, là aussi, une complexité. L'OMS avait recommandé une formation hydroalcoolique dans laquelle il fallait qu'il y ait la glycine, de l'eau oxygénée, et puis je sais pas quoi. C'est l'alcool à 70 degrés qui tue les bestioles. Donc il faut avoir de l'alcool à 70 degrés, dénaturé pour pas que les gens le boivent, pour que c'est mauvais goût. Voilà. Et avec ça, si on se passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. D'ailleurs, je recommande à vos spectateurs et à vous-même de faire de la science, pour une fois, c'est-à-dire de l'observation. Observez n'importe qui autour de vous et posez-vous la question de savoir s'il a un rhume, comment il va vous le transmettre. Vous serez sidéré, en réalité, sauf s'il va par vraiment... 1000 façons différentes, j'imagine. Non, s'il est bien élevé, il ne va pas vous éternuer dessus, sinon il est dégoûtant, il faut que vous éleviez les gens. Mais il va mettre ça dans un mouchoir, ou il va essuyer son nez avec le truc, il va mettre la main avant la bouche, et puis ensuite il va toucher des choses que vous-même... Et vous allez, si vous l'observez pendant une demi-heure, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains, ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet, mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains, et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains, et ensuite sur les objets inanimés. Professeur Raoult, est-ce qu'on se trompe de guerre sanitaire avec les masques et le confinement? On va en parler tout de suite. Est-ce que ce sont les nouvelles lignes Maginot? Encore une fois, est-ce que vous avez évoqué la peur, la panique qui cause plus de morts que la maladie elle-même? Est-ce vous évoquez une dictature hygiéniste?
Si vous voulez, c'est pas le contrôle des comportements fait partie de l'organisation sociale aussi primitive que ce qu'on la connaît. C'est comme ça. Donc il faut relire Lévi-Strauss. Toutes les sociétés ont une organisation sociale avec des règles. Parmi ces règles, les règles hygiéno-diététiques, c'est la Bible, font partie de qu'est-ce qu'on mange pas. On sait très bien pourquoi il ne fallait pas manger de porc. C'est parce que le porc mal cuit donne des maladies dont on reconnaît tout de suite le lien de causalité avec le porc. Donc c'est un animal dangereux à manger cru en particulier. Pourquoi il faut manger cuit et pas cru quels sont les aliments défendus parce qu'ils sont possiblement empoisonnés ou parce qu'ils sont... Et donc tout ça, tout le code alimentaire, le code de la pureté, vous voyez, dans l'islam, eh bien, il faut faire 5 fois les ablutions par jour pour être propre, vous voyez. Tout ce code de l'hygiène, bien sûr, fait partie de la vie sociale, et en particulier pour éviter les intoxications et pour éviter les maladies infectieuses. Donc, ça fait partie de la vie qui est... qu'on enseigne aux petits et qu'on enseigne aux enfants, il fait partie de notre société. C'est différent d'une société à l'autre, mais ces mesures d'hygiène... Alors, elles ont été intégrées dans un corpus religieux jusqu'aux époques religieuses, c'est-à-dire pour l'Occident jusqu'au XIXe siècle. Maintenant, ça a disparu du corpus religieux. Et donc, quand il n'y a plus de religion, le besoin de l'hygiène, c'est d'autres qui s'en emparent, dont l'État qui se substitue. Et maintenant, c'est l'État qui fait le pape, vous voyez. Mais est-ce qu'on a franchi un cap, là, avec cette épidémie de Covid-19, justement dans cette guerre sanitaire, ces règles qu'on impose aux gens au nom de l'hygiène et du... Je ne sais pas. Je redoute chez les hygiénistes, je redoute le goût du pouvoir de contrôler les autres. C'est un pouvoir, si vous voulez. Je redoute ça. Ceux que je connais ont un fond dictatorial assez prononcé. Donc je redoute ça. Voilà, je redoute ça. Et on voit émerger ça, c'est pas très joli. On voit émerger ça, là, quand je vous dis, sur les masques, on voit des gens dont on voit que la nature, c'est d'essayer d'imposer les gens. Je ne veux pas imaginer ce qu'ils faisaient pendant la guerre, vous voyez, d'aller courir de l'un à l'autre, vous n'avez pas mis le masque. Il paraît qu'effectivement, c'est vous qui me disiez ça, on a arrêté un train parce que quelqu'un n'avait pas mis le TGV son masque. Paris-Nice a été arrêté parce qu'un passager n'avait pas le masque. Ouais. Et donc, si vous voulez, ça réveille des choses que je n'aime pas. Les masques, on vient d'en parler. Le confinement. Quid du confinement? Est-ce qu'il a fait la preuve de son efficacité, selon vous? Alors, il y a deux choses. À titre individuel, non. On a montré l'inverse. Voilà, à titre individuel, il y a 2 énormes études qui ont été faites, une en Espagne, une en Italie, qui sont bien faites, moi, j'ai voulu la faire, mais malheureusement... c'était une chasse gardée de l'INSERM, maintenant que je n'ai pas pu la faire, pour comparer les gens qui étaient... Mais j'ai des données quand même. Comparer les gens qui avaient été confinés à ceux qui n'ont pas été confinés, pour voir si ceux qui étaient confinés étaient moins positifs que ceux qui n'étaient pas confinés. Et c'est l'inverse qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont restés confinés étaient plus contaminés que ceux qui sont allés travailler. Oui. Et nous, on a des données chez nous, ici, le personnel de soins, on a des taux qui sont plus bas que la moyenne française, hein, 3,5%. Parce qu'ils ont les gestes, ils ont l'habitude, et donc alors que je pense que la concentration en Covid-19 a été plus importante dans cette IHU que n'importe où ailleurs, vous verrez, vous ne l'attraperez pas, si vous faites attention de vous passer les mains à l'alcool. Donc il n'y a pas d'évidence au niveau individuel, pour des raisons que les gens qui comprennent la contagion, ou qui comprennent, je ne sais pas si on comprend, mais enfin qui savent à peu près comment ça se passe, c'est que si vous mettez quelqu'un qui est contagieux sans le savoir, en plus sans l'avoir testé, au milieu d'une famille de gens qui n'ont pas été encore infectés, c'est les bateaux, c'est ce qui s'est passé, ça marche très bien. Hein, donc l'histoire de la quarantaine, si vous voulez, on sait depuis tout temps que ça ne marche pas. Quand même. Donc, on l'a bien vu, il y a 2 bateaux, 2 histoires magnifiques, hein, une en France avec le Charles de Gaulle, l'autre au Japon. On voit bien que si on laisse des gens infectés avec des gens qui ne sont pas infectés, à la fin, vous en avez un tiers ou la moitié qui finissent par devenir infectés. Vous faites ça dans une famille, c'est pareil. Moi, j'étais plus... Il y a des pays qui ont choisi cette situation de détecter, d'isoler dans des hôtels, par exemple. Ils réservaient des hôtels aux gens qui étaient porteurs
de manière à les isoler. Ça, c'est ce qu'on appelle le lazaret. Nous, on a testé le lazaret, la quarantaine à Marseille. Il y a une maladie infectieuse ici, on connaît très très bien les épidémies. Et le lazaret, ça marche bien. C'était les sanatoriums, ça marche très bien. Hein. On isole les gens qui crachent la tuberculose le temps qu'ils crachent, et quand ils ne crachent plus, ils ressortent. Vous voyez, ça évite qu'il y ait des tuberculoses autour. Mais est-ce que ça a au moins servi pour ne pas engorger les hôpitaux, le confinement? C'était le but quand même. Oui, écoutez, je trouve, si tout ça, les questions que vous posez ne sont pas inintéressantes, mais elles sont datées. Vous voyez, là, les hôpitaux ont un problème financier terrible, c'est qu'ils ont été vides, les hôpitaux. C'est ça le problème. Alors d'abord, les hôpitaux ont été vides. Ensuite, on a, moi je le sais à Marseille. En dehors des salles de réa, donc. Hein. Ou en dehors des salles de réa, ils ont été vides. À la fin, et puis, je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ça. Il y a des opérations qui ont été retardées, qui n'ont pas été faites. On va voir, il y a des cancers qui n'ont pas été détectés quand même. Tout ça a arrêté le flux normal, y compris de la prévention, de la thérapeutique. Et d'autre part, il y a eu des zones dans lesquelles, si vous voulez, cette bivalence privée-publique a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du privé parce que c'est le public qui organisait tout. Et donc, au moment où il y avait des problèmes de réa considérables, dans l'Est, ça je le sais parce que je connais des gens qui sont là-bas, on n'a pas utilisé à un moment les réanimations privées et les réanimations publiques étaient pleines. Donc, si vous voulez, moi, je trouve, mais j'espère qu'on y verra clair, que ce pays a eu un problème d'organisation très sérieux et que les endroits dans lesquels ça a le moins bien marché, c'est les endroits qui ont été les moins bien organisés. D'accord ? Donc c'est pour ça d'ailleurs que je plaide pour les IHU, et je ne plaidais pas du tout pour les IHU, j'ai écrit il y a 20 ans, pour qu'il y ait un IHU marseillais. Je pensais qu'il en fallait 7 dans le pays, et je pense qu'il y en avait 7 dans le pays. Globalement, les choses auraient été gérées de manière différente, mais il faut bien qu'il y ait à un moment une organisation et un endroit où on sait qu'on peut aller, où on sait qu'on peut gérer les choses, où on sait qu'on peut les compter, on sait qu'on peut faire les statistiques, on sait qu'on peut les voir, si vous voulez. C'est pas en multipliant les centres avec 2 petits centres de référence, c'est complètement dépassé. Un mot sur les malades, vous en avez un certain nombre ici à l'IHU de Marseille. Un certain nombre ont des effets secondaires très très longs, tant après avoir été contaminés. C'est très pénible pour eux, c'est un véritable calvaire. On les prend parfois pour des malades imaginaires. Comment est-ce que les médecins peuvent les aider? Je ne sais pas, déjà, c'est la médecine. Pour moi, chacun voit la médecine un peu comme il l'entend. Pour moi, déjà, la première chose, c'est l'observation. Donc nous, on a vu, je crois qu'on a été les premiers à le publier, avec nos amis, les gens qui font de la médecine nucléaire. On a fait des PET scans, on a organisé on a revu ce qui se passait au niveau du cerveau. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe au niveau du cerveau actuellement. Jusqu'à présent, pour remettre les choses en perspective, je m'excuse de vous parler de science, mais c'est mon métier quand même. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Avant, c'était simple, si vous voulez. Le monde médical avait été organisé, pour ce qui concerne le cerveau, entre ce qui était organique, c'est-à-dire des choses qu'on voyait à l'autopsie, si vous voulez, pour simplifier les choses, et ce qui était psychiatrique, c'est-à-dire on ne voyait pas à l'autopsie. D'accord ? Ça, c'était les fadas, les fous. Ici, on est fadas. Et donc, on a une partie de la population importante qui a présenté soit des pathologies psychiatriques, soit des pathologies subjectives, inexpliquées, dont devant un certain nombre de médecins, quand ils n'arrivent pas à étiqueter, les choses finissent par être dans le déni, par dire ça n'existe pas. Mais il y a un malade qui consulte 5 médecins de suite, il est malade. On ne peut pas lui dire qu'il n'est pas malade. Il devient fou si on lui dit qu'il n'est pas malade. S'il vous consulte, c'est qu'il est malade. C'est lui qui définit s'il est malade, ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il a qu'il n'est pas malade. C'est que vous êtes ignorant de ce qu'il a. Alors, on a mis ça en place et on a essayé de comprendre grâce à de nouveaux outils. C'est parce qu'on a d'autres modes d'observation. Et maintenant, l'observation, le cerveau, c'est très difficile. C'est un crâne. On ne comprend rien à ce qui se passe dedans. On voit que les lésions, alors jusqu'à présent, même le scanner, on voyait les lésions qu'on avait vues à l'anatomie avant, aux autopsies. Tandis que maintenant, on peut voir comment il fonctionne. C'est-à-dire, on peut voir son métabolisme. Les endroits qui marchent bien, les endroits qui ne marchent pas bien. D'accord ? Et on voit ce que le Covid fait sur le cerveau. Et on voit ce que le Covid fait sur les cerveaux. Et ce qu'il fait sur les cerveaux, là aussi, c'était on a compris grâce à l'observation clinique. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte à partir des 2 premiers malades qu'on a eus, parce qu'on cherchait ça pour les infections respiratoires, qu'ils présentaient, ils ne sentaient plus les odeurs, ils ne sentaient plus les goûts. Donc, ce qu'on appelle l'anosmie et la gueusie, qui est le meilleur signe de tout. Donc, il faut que les gens sachent ça. Le signe, dans 2 tiers des cas, les gens présentent ça comme signe
du Covid, ce qui est spécifique, plus que la fièvre, plus que la toux, c'est ça qui est spécifique. C'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un peu deux formes, une forme haute et une forme basse, et que c'est la forme basse qui est dangereuse. Cette forme haute, avec on ne sent plus les odeurs pendant quelques temps. Alors, il y a des gens chez qui ça dure. Et donc, quand on regarde maintenant le fonctionnement du cerveau, on voit des zones qu'on appelle hypométaboliques, c'est-à-dire le cerveau est éteint à cet endroit-là. Et on voit ça relativement fréquent, juste, si vous voulez, sur le lobe olfactif, c'est-à-dire l'endroit du cerveau qui est juste derrière le nez, et qui gère la perception des odeurs. Et de temps en temps, ça s'étend au-delà de ça, et ça peut aller jusqu'au tronc cérébral, et là, il peut y avoir des manifestations. Alors, ça passe par une autre zone qui s'appelle la zone limbique, qui peut expliquer des troubles de la concentration, des difficultés à refonctionner, et puis ça peut aller encore plus en arrière sur le tronc cérébral et donner des douleurs, si vous voulez, que maintenant, qu'on n'arrivait pas à étiqueter il y a encore 5 ans, qu'on arrive à étiqueter avec des outils nouveaux, de la technologie nouvelle, qui nous permet de voir l'activité métabolique. Ça, on envoie du sucre. Le cerveau est très avide de sucre, du sucre marqué. Et donc, les endroits dans lesquels il n'y a pas de sucre marqué, c'est comme le cerveau ne marche plus, vous voyez. Et donc, on le voit maintenant. Comment on peut soulager cette douleur ? Il y a des traitements qui fonctionnent pour ces malades ? Pour l'instant, on en est encore une fois au stade de l'observation, de comprendre. D'abord, on va essayer de comprendre, en fonction du traitement qu'ils ont reçu, s'ils ont plus ou moins si on peut prévenir plus ou moins ces douleurs. Mais surtout, si vous voulez, quand on a une cible, c'est-à-dire quand on peut voir les modifications, ça y est, on peut avoir des médicaments. C'est-à-dire on peut visualiser l'effet. Tant qu'on n'avait pas de visualisation, on n'avait que des effets subjectifs qui sont... C'est extraordinairement difficile à évaluer, les effets subjectifs, d'autant qu'il y a des effets... Nous sommes suggestionnables. C'est-à-dire que moi, je peux vous rendre malade et je peux vous faire du bien, avec rien. D'accord ? Tout le monde sait ça. C'est pour ça qu'il y a des guérisseurs, c'est pour ça qu'il y a des... Donc, chez nous, on appelle ça l'effet placebo ou l'effet nocebo. Et on sait très bien, moi, je sais très bien faire les ponctions lombaires et vous aurez pas mal. Et j'ai des collègues qui arrivent qui ont tellement peur eux-mêmes de faire la ponction lombaire que vous aurez mal pendant une semaine. Tout le monde sait ça. C'est l'effet nocebo, maintenant, on en connaît tous les circuits cérébraux, on ne sait pas où ça passe, comment on peut le corriger. L'effet placebo aussi. L'effet placebo, c'est un effet qui est proche comme localisation des benzodiazépines, et donc des médicaments anxiolytiques, etc. Ça se localise au même moment, c'est au même endroit. Donc vous avez toutes ces choses qui apparaissaient magiques, qui ont été dans le déni du scientisme. Vous savez, on a vécu une époque un peu bête avec le scientisme, qui a fini par nier tout ce qu'il ne comprenait pas, ce qui est une bêtise. C'est une attitude profondément anti-scientifique. D'accord. Un mot des tests de dépistage. On a beaucoup plus de tests de dépistage aujourd'hui en France, mais est-ce qu'ils sont fiables ? Est-ce que la fiabilité scientifique de ces tests est imparable ? Vous savez, en médecine, c'est rare que les choses soient oui-non. Donc, c'est mieux de faire des tests que de ne pas faire de tests. Mais je vais vous donner un exemple qui est... moi qui est le premier sur lequel j'ai été amené à réfléchir, encore une fois, qui était le sida. Quand les tests sur le sida sont sortis, les tests qui étaient magnifiques, et qui avaient une spécificité, c'est-à-dire qui étaient vrais dans 99% des cas. C'est énorme. Il n'y a rien que l'erreur humaine fait au moins 1%. Vous pouvez vous tromper de tube, vous pouvez vous tromper d'un tas d'erreurs. Et donc 99%, et donc quand moi je m'envoyais en consultation, les patients qui avaient été détectés au centre de transfusion sanguine comme étant positifs, et donc ils trouvaient 1% de positifs. Et à l'époque, la prévalence, le nombre de cas vraiment positifs, c'était de 1 pour 1000. D'accord ? Donc, bien qu'ils aient une sérologie qui était parfaite, alors après elle s'est améliorée parce qu'il y a le Western blot et là, 9 sur 10 des positifs qui m'envoyaient étaient des faux positifs. Et c'est la même chose pour le Covid ? Non, pour le Covid, on a 20% de faux positifs. On a 1 sur 5 qui est un faux positif. Ouais. C'est quand même assez important. Comme chez Ça veut dire qu'il faut les vérifier. Voilà, il faut le vérifier. En particulier parce que nous, on sait que même si la machine vous répond que c'est positif, de temps en temps, c'est pas possible que ce soit positif. Vous voyez, c'est-à-dire à partir d'une certaine dilution, la machine vous répond toutes les dilutions. Nous, on a mesuré ça très précisément. On part avec des morceaux d'acide nucléique, d'autre part en quantifiant les virus. On sait qu'au-delà d'une certaine dilution, c'est pas vrai. Voilà.
parce que les acides nucléiques, c'est volatile, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Vous savez, on a des collègues qui manipulent un virus à la faculté de médecine. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des faux positifs ici, alors qu'ils n'ont jamais manipulé les virus, parce que ça se colle sur les cheveux, les vêtements. Donc, c'est bien pire que les virus. Hein, les acides nucléiques, c'est des molécules qui sont mais dans on est l'air. au niveau quand même maintenant au niveau des tests. Pardon ? La France est au niveau maintenant au niveau des tests. En termes de nombre, oui, je crois. Hein. Okay, ouais. Après, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des problèmes, parce que nous, on en reçoit de plus en plus, parce que les gens n'arrivent plus à assumer, parce que du coup, je pense là aussi, qu'il faut un peu rassurer la population, parce que les gens voudraient se faire, on ne va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine, c'est ça, on ne peut pas le faire. Il faut se calmer, hein. Donc il faut revenir, c'est pas pire que la grippe, il ne faut pas s'affoler, si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver, les jeunes... je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes, enfin, il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc, il faut se calmer, il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque, il ne faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres, parce que les gens n'ont pas il faut se calmer, il faut se calmer. C'est une maladie virale comme une autre actuellement. En plus, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Nous, les 1000 derniers cas, aujourd'hui, on a encore un peu plus qu'hier, donc on a 1100, donc 1000 premiers cas. Écoutez, il n'y a pas un mort inattendu là-dedans, quoi. Et nous, encore une fois, à Marseille, il n'y a pas plus de morts cette année que là. Donc si on fait les choses correctement, il n'y a pas de drame, il ne se passe pas, c'est quelque chose de nouveau, et quelque chose d'ancien qui disparaîtra, ça va. Les traitements, on va évidemment parler de l'hydroxychloroquine. La foire aux essais internationaux, et je dis le mot foire à Essian, n'a pas permis d'avoir une reconnaissance officielle pour l'instant de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, dont vous préconisez évidemment l'utilisation en association avec l'azithromycine. Je rappelle d'ailleurs que l'hydroxychloroquine et ce traitement, hors essai clinique, est interdit dans notre pays depuis le 27 mai. Est-ce que, encore une fois, vous avez tenté de parler aux autorités de la santé pour inverser cette interdiction et la faire lever ? Et est-ce que vous maintenez que ce traitement est le seul qui fonctionne aujourd'hui ? Si vous voulez, moi, après, si vous voulez, une des positions qui est très différente de ce que peuvent avoir. Je comprends bien que vous ne puissiez pas avoir la même perception des choses. Moi, je perçois les choses en direct. Est-ce que vous les percevez que de manière indirecte ? Donc, vous dites, et d'ailleurs on apprend ça dans l'école de journalisme, vous savez que je les connais, on apprenait ça en disant, écoutez, il faut que vous ayez quelqu'un qui est d'un côté, quelqu'un qui est de l'autre, et comme ça vous faites une évolution impartiale. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que nous, on a traité maintenant plus de 4000 malades avec ça. On a une mortalité qui est de 0,45%, si vous voulez. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Ce sera d'ailleurs jamais possible de démontrer. C'est impossible techniquement de montrer qu'il y a mieux que ça. Et depuis le début, honnêtement, personne ne pouvait penser que le remdesivir allait pouvoir être prescrit dans cette maladie. Qui est l'autre médicament. Qui est l'autre médicament, parce que c'est un médicament qui est un antiviral pur, ce qui n'est pas le cas de médicaments qu'on donne, qui ont tous les deux une activité immunitaire et virale. Hein. Donc ils peuvent marcher à toutes les étapes. Mais le remdesivir peut marcher que sur la période virémique, qui est celle où les malades ne sont pas graves. Et c'est un médicament qu'on donne par perfusion. Et c'est un médicament qui donne des insuffisances rénales. Donc vous n'allez pas donner ça à des gens avec des taux de mortalité aussi bas, à 1 pour 1000. Là, vous n'allez pas leur donner un truc qui donne des insuffisances rénales dans 10% des cas et pas perfusion. Enfin, c'est pas possible. On leur donne des comprimés, ils rentrent à la maison. Donc c'est pas possible. Il n'y avait pas d'alternative en réalité. Donc c'est ça ou rien. Maintenant, si vous voulez, il y a une espèce de folie qui je pense que ça marquera beaucoup les épistémologistes, hein, c'est les gens qui font l'analyse des sciences. Ce qui s'est passé autour de l'hydroxychloroquine est unique. Enfin, unique. Non, il y a eu le même scandale avec le Lancet, avec le choléra au 19e siècle, les Snow. Donc, ce pauvre Snow qui avait découvert comment le choléra était transmis à Londres a failli être crucifié. Il y a eu la même chose avec la peste, avec le Lancet aussi, où les Anglais avaient publié en extrême urgence un papier anti-français qui prétendait que la peste, en réalité, ce qui était présenté, c'était le pneumocoque. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs. Cette taille-là, et là, c'est pas le Lancet, c'est le Lancet. Lancet, qui est une grande publication scientifique mondiale reconnue oui, dans le monde entier. les 3 grandes publications scientifiques, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un phénomène qui est un phénomène extrêmement important. Moi, je pense que c'est un phénomène de bascule de notre société vers l'Extrême-Orient. C'est l'écroulement d'un monde. Hein. Pour moi, c'est une puissance phénoménale. Parce que le New England a fait la même chose, avec les mêmes, dont vous avez 5 pieds nickelés. Personne ne connaît ces gens, personne ne sait qui c'est, ils ne filent aucune de leurs données.
ils produisent des trucs que personne ne peut croire. Enfin, personne dans mon labo ne peut croire ce qui était publié dans le New England, et 2 papiers dans le Lancet et 1 dans le New England, qui sont publiés comme ça. Et dont le seul intérêt était d'être à la mode, parce que c'était le Covid, et d'être ce qui était une épidémie, de dire que l'hydroxychloroquine, c'était pas ça. Et donc, un médicament que 2 milliards de personnes ont pris, brutalement tué entre 10 et 30% des gens. Mais comment on peut croire une chose comme ça ? On peut simplement croire ça. Moi, je ne sais pas, la première chose qu'on m'a demandé, j'ai un très bon ami qui était extrêmement proche des cigales. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'appelle le vendredi soir. Je écoute ça, je regarde ça le week-end, mais écoute, je ne peux pas croire que ça tue 10% des gens. Donc vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine ? Mais non, il n'y en a pas. Pas de problème cardiaque, tous les médecins Non, écoutez, souligné cela. Écoutez, c'est après... Une autre chose, médicalement, que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière en essayant de donner un cours de médecine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est un médicament, mais c'est un médicament qui a une posologie, c'est-à-dire il ne faut pas donner 12 comprimés. Si vous voulez, le Doliprane, d'accord ? Le Doliprane, si vous regardez vraiment le Doliprane, je vous suggère de faire ça, vous le regardez sur Wikipédia. Comme ça, vous ne direz pas, c'est pas M. Raoult. M. Raoult m'a juste donné le Doliprane, ça tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine, quand même, il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide utilisée, le Doliprane. Donc, c'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le Doliprane. D'accord, ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à La Réunion sont morts à cause du Doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épouvantables, qui durait longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique et la dose toxique pour le Doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. D'accord. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse ? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. On perd du temps ? On perd du temps selon vous ? Écoutez, je ne veux pas, si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je ne fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois. Pas vous dire mieux. Le tabac, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le tabac ? Est-ce qu'il protège ou non du Covid-19 ? On sait qu'il ne protège pas du cancer du poumon. 30 000 morts par an, 75 000 morts dues aux conséquences du tabac. Donc ça, on sait, c'est absolument terrible. Mais est-ce que le tabac protège du Covid-19 ? Le tabac a beaucoup d'autres conséquences que cela. Le tabac, c'est le plus grand tueur du monde actuellement. En termes de toxiques, c'est le plus grand tueur. Ça donne des insuffisances respiratoires, ça donne la bronchite chronique, ça donne l'artériosclérose. Donc c'est vraiment une cochonnerie terrible. Et c'était extraordinairement addictif. Ça ruine les gens. Dans certains pays pauvres, ça représente 25% du budget des ménages. Hein. Donc c'est monstrueux, le tabac. C'est la plus grande toxicomanie qui soit développée. C'est une épidémie aussi, c'est récent, hein, donc ça vient d'Amérique et c'est récent. Mais, et donc personne ne défendra jamais le tabac. Donc je ne vais pas fumer demain pour être protégé du Covid. Non, mais si vous voulez, ça pose des questions intéressantes. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait évacué de comprendre comment ça marchait, l'induction du cancer. L'induction des infections respiratoires, on comprend, c'est un truc irritatif et que si vous irritez des bronches pendant 50 ans, enfin, honnêtement, c'est naturel qu'il se passe quelque chose. On arrive à le comprendre, c'est une chose assez simple. Le cancer, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont rendus compte par hasard que dans le cas du Covid-19, les gens qui fumaient étaient moins touchés. Et ce qui était, alors que l'hypothèse qui était testée était l'hypothèse inverse, c'est-à-dire dans des groupes qui étaient étudiables, on pensait que les gens qui fumaient, qui souvent sont regroupés ensemble parce qu'on les marginalise, étaient regroupés ensemble,
avaient un taux de transmission plus élevé, puis ils n'ont pas de masque, hein, et il s'est trouvé l'inverse. Donc c'est un phénomène intéressant, et je suis très intéressé parce que je connais au moins 2 Français qui ont écrit ça dans un papier et qui ont été censurés. On leur a demandé d'enlever ça, parce qu'il ne faut pas le dire. Pourquoi? C'est pas conforme aux règles de santé publique? Parce que, oui, et parce qu'il y a un mouvement scientifique qui a commencé d'ailleurs en France, qui s'appelle en anglais Matter of Fact or Matter of Concern, et qui concluait que quand ça représente un problème, le problème doit prendre le dessus sur le fait. Bien sûr, ce qui est une attitude anti-scientifique, mais qui est extrêmement répandue, et beaucoup de journaux scientifiques actuellement sont des journaux d'opinion, sont des journaux d'opinion. En fait, un journal d'opinion dans lequel ils donnent leur opinion sur Trump, sur machin tout. Donc c'est plus un journal académique, c'est un journal d'opinion, d'accord. Donc sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai. Et donc à partir de ce moment-là, la capacité, là aussi, vous avez un conflit d'intérêts. Si vous avez une opinion sur la fin, vous n'êtes plus capable d'évaluer l'analyse, vous n'êtes plus capable de prendre l'analyse scientifique. Et c'est dommage parce que, du coup, basé sur ces éléments, nous, on avait travaillé sur le tabac, on avait travaillé sur les virus du tabac. Le premier virus étudié dans l'histoire de la virologie moderne, c'est le virus de la mosaïque du tabac. Hein. C'est un virus très résistant et qui a des quantités colossales dans le tabac. Donc on avait fait un travail là-dessus en regardant si quand les gens fumaient, eh bien, on retrouvait le virus dans leur bouche. La réponse c'est oui. On retrouve dans le tube digestif aussi, oui. Et c'est des virus qui se comportent, les virus ARN aussi, qui sont susceptibles, qui ressemblent aux virus qui manipulent les génomes. Et donc on se posait la question de savoir est-ce que ça jouait un rôle, en particulier dans le cancer, est-ce que c'était le virus, est-ce que le virus jouait un rôle dans la transformation cellulaire. Et donc, il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un papier sur une hypothèse en disant, écoutez, est-ce que le virus de la mosaïque du tabac jouerait un rôle pour inhiber la croissance du Covid. Et c'est une question scientifique, donc on n'a pas le droit de censurer les questions scientifiques parce qu'elles font naître des réflexions scientifiques qui amènent bien plus loin que l'interdiction hygiénique des gens qui disent « je sais ce qui est bon pour vous ». Voilà. C'est un autre monde. Le monde politique et le monde de la connaissance scientifique, c'est 2 mondes différents. L'immunité croisée des enfants. On est à quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont à nouveau inquiets. Vous dites qu'ils bénéficient d'une immunité croisée parce qu'ils sont en permanence soumis à d'autres coronavirus, c'est ça? Je dis pas ça, parce que je ne fais pas de généralité. J'ai constaté que, là aussi c'est factuel, hein, j'essaie de distinguer quand je fais des théories, quand je rapporte des phénomènes. C'est factuel, on était les seuls à avoir ces données à ce moment-là, puisqu'on avait testé beaucoup de gens. Factuellement, on voyait qu'il y avait extrêmement peu d'enfants qui avaient des anticorps, de manière significativement bien moindre que les autres, alors que si on regardait les autres maladies infectieuses respiratoires, ils en ont plus. On a publié ça, hein. Donc il y a plus d'enfants qui font de la grippe, du virus respiratoire syncytial, de machin tout. C'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut vacciner les enfants contre la grippe, hein, et que c'est ça qui risque d'être beaucoup plus efficace que pour la santé publique, hein, qu'autre chose, alors qu'en France on ne le fait pas. Ça se fait en Angleterre, aux États-Unis. Puis il y a des enfants qui meurent de grippe, hein, tandis que les enfants qui meurent de Covid, il n'y en a pas pour l'instant. Donc on pourrait... Il y a eu 2 cas en France. Oui, il faut... Un petit enfant de 10 ans et une jeune fille. Donc... il y a vraiment un élément là qui est distinct de ce qu'on a d'habitude. Et puis il y a une jeune femme chez nous qui a fait une enquête dans les familles, si vous voulez, pour analyser dans les familles qui étaient au milieu d'une fête quel était le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, symptomatiques ou non, porteurs ou non, entre les adultes et les enfants, et qui a montré qu'il y a une différence significative entre les enfants et les adultes. Donc les enfants sont moins sensibles. Nous avons posé l'hypothèse, il y a plusieurs personnes qui ont repris cette hypothèse et qui trouvent que c'est vrai, que parmi les coronavirus qui circulent, il y en a 2 qui sont relativement proches de celui-là, qui circulent à un niveau très important, qui donnent comme ce virus des porteurs asymptomatiques, qu'il est bien possible que ce soit ça qui les protège, autant que quand on regarde avec des sérologies un peu plus techniquement révélatrices,
on voit qu'il existe des anticorps contre le Covid-19 avant que le Covid-19 apparaisse. Donc on voit bien que c'est d'autres choses qui ont produit ça. Donc maintenant, est-ce que ça va être vrai? C'est-à-dire la durée de cette protection des anticorps croisés ou de l'immunité croisée, on ne la connaît pas. Est-ce que ça va être vrai l'année prochaine? J'en sais rien, parce que cette année, on a bien étudié ça. On a eu les 4 coronavirus avant d'avoir le 5e. Et donc, il est bien possible que les 4 épidémies de coronavirus habituelles qui ont circulé aient protégé contre le 5e. Et on ne sait pas ce qui va se passer l'année d'après. Vous voyez, donc, il ne faut pas faire une généralité d'une observation ponctuelle. Ce que l'on sait, c'est que les enfants, en 2020, pendant les 6 premiers mois de 2020, étaient relativement protégés contre le Covid-19. Vous évoquiez le vaccin. Il y a de nombreux pays qui annoncent avoir trouvé le vaccin. La Russie, Vladimir Poutine, l'Australie aussi, qui dit avoir trouvé un candidat vaccin et qui veut le rendre obligatoire pour sa population. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ces vaccins qui sont en cours de fabrication? Il y en a de très nombreux qui sont étudiés dans le monde entier. On voit que les milliards de dollars pleuvent dans tous les sens. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on mettra au point un vaccin contre ce Covid-19? Écoutez, je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de prédire quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer, je suis trop vieux. Peut-être que ça sera un signe de changement cérébral que je redoute, si vous voulez. 2, je ne sais pas si ça aura une utilité, j'en sais rien. Pourquoi ? Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins? Non, mais si vous voulez, cette question des pro-vaccins, anti-vaccins, c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, c'est pas vrai. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. C'est que, si vous voulez, moi je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine, si vous voulez. Ce qui m'irrite beaucoup, c'est que vous pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en deux. Il n'y a que les... Je m'excuse, je pense que c'est une dérive. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en deux. Il n'y a pas un monde des pro-vaccins et des mondes des anti-vaccins. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en plus de ça, moi, j'ai été dans un ministère dans lequel ils étaient à fond, tous contre les vaccins. Quand j'y étais, c'était juste après Kouchner et sa bêtise avec l'hépatite B. Donc, quand moi, je disais, écoutez, il faut reprendre les choses calmement, parce que c'est pas possible qu'on soit les seuls en France à avoir ça. Tout le cabinet du ministre disait, on ne peut plus demander son truc, il fait partie du lobby pharmaceutique, les vaccinales, rien que moi. Si vous voulez, après, quand vous dites, écoutez, on est en train de faire des bêtises avec le vaccin pour la poliomyélite, parce que ça fait 2 ans qu'il y a plus de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle, on dit il est anti-vaccin. Non, je suis un scientifique. Donc la science, c'est pas une question d'idéologie, c'est autre chose. D'accord ? C'est juste de la connaissance. Donc la connaissance, c'est est-ce que à chaque fois qu'on pose la question d'un vaccin, c'est quel est le risque, quel est le bénéfice. Sans risque, il n'y a rien. Donc si vous avez 0 bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui sont raisonnables. D'accord ? Donc, tout ça, moi, je me refuse de rentrer dans des idéologies pour enfants. Je ne le fais pas. Voilà. Et donc, j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles. La vie n'est pas comme ça. C'est comme dire on est pour ou contre le vin, on ne peut pas être pour et contre le vin. Moi, je suis contre le fait que les gens boivent 10 litres de vin par jour, parce que vraiment, c'est pas bon pour eux, ça on est sûr. Si les gens boivent un verre de vin par jour, on ne va pas les empoisonner, les empêcher de vivre. Enfin. Mais il y a des gens qui attendent le vaccin de façon extrêmement urgente. L'économie est à terre. On sait que voilà, la vaccination est un des espoirs. Non, mais que vous ayez l'espoir de vaccin, moi je ne veux pas vous enlever les espoirs. Il y a des gens qui ont toute nature d'espoir, c'est possible. Moi, ma pratique à moi, c'est essayons d'être un peu pragmatiques. On s'occupe des gens, on les détecte, on les traite, d'accord ? Je me méfie terriblement Vous savez, la FDA a écrit... L'Agence du médicament américaine. Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien
qu'il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là, qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique? Comment on peut défendre simplement cette idée? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde? Comment c'est possible? Est-ce que tout le monde est... Vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, c'est tout le monde est devenu fou avec ce truc? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que c'est, moi je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques. Les molécules chimiques, elles sont éternelles. Donc ce que vous avez comme capital de molécules chimiques, ça existera toujours dans 1 million d'années. Et ça existait déjà il y a 1 million d'années. Et donc quand on a découvert une molécule chimique, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle du brevet, du développement, de la propriété intellectuelle, parce que ça reste pour toujours. Donc, et ça, nous n'avons pas ça dans nos modèles de développement économique, nous ne savons pas le faire. Et donc tout le recyclage, et moi ça fait 30 ans que ça dure, tout le recyclage des molécules qui ne sont plus rentables est un problème phénoménal. Sur les vaccins, encore une fois, vous n'êtes pas anti-vaccin. Vous dites même qu'on a d'abord découvert assez peu de nouveaux vaccins depuis les 20 dernières années et qu'il y en a qui sont à disposition qu'on n'utilise pas assez, varicelle, gastro-entérite. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Attendez, on a, moi j'estime, tout le monde n'en a pas la capacité, mais on a le droit d'être intelligent. D'accord? Moi, je ne veux pas qu'on m'oblige à être un imbécile. Je refuse. Voilà. Je refuse, donc je refuse. Je ne fais partie d'aucun clan, je ne fais partie d'aucun groupe. Je fais de la science, ce qui m'intéressait, la connaissance. Si la connaissance, des connaissances nouvelles m'amène à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Ça m'est indifférent. Je sais bien que la science est fille du temps. C'est Brecht qui disait ça, c'est dans Galilée. Et bien entendu, si elle change, je changerai d'opinion avec. Mais donc l'idée qu'on est pour ou contre les vaccins, c'est une idée pour enfants. C'est pas vrai. D'accord? Regardez, moi vous voulez que je vous donne un des exemples de vaccins les plus fous. Ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le 11 septembre. Ça. Le 11 septembre, dans l'espèce de folie d'Ibris qui a pris l'Amérique pour trouver absolument toutes les raisons pour attaquer l'Irak, et d'un coup les gens ont fait circuler l'idée qu'il était vraisemblable que Saddam Hussein avait des lots de variole. D'accord? Et donc, ils ont dit, écoutez, il doit avoir des lots de variole, et donc on va vacciner tout le personnel américain contre la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin épouvantable, c'est extraordinairement toxique. Incroyablement toxique. Ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus de variole. D'ailleurs, on a fait un abandon beaucoup plus intelligent que pour la poliomyélite. On a fait un abandon par encerclement, c'est-à-dire progressivement, on a arrêté pour se focaliser seulement sur les endroits où il en restait. Ils ont vacciné l'armée américaine et ils ont découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui étaient des myocardites, des affections du cœur. Et il y a 100 soldats américains qui sont morts de la vaccination contre la variole pour une maladie qui n'existait plus. D'accord. Donc vous ne pouvez pas, à moins d'être d'un autre monde que le mien, vous ne pouvez pas être pour la vaccination contre la variole. Il faut être fou pour être pour la vaccination pour la variole. Donc vous n'êtes pas pour tous les vaccins. Il faut dire, écoutez, attends, on va réfléchir, quels sont les risques, quels sont les bénéfices attendus. Pour la grippe, en revanche, il n'y a pas de débat. Il faut se faire vacciner contre la grippe. Moi, oui, je pense que ce n'est pas le même âge. Je pense qu'il faut vacciner les enfants, parce que les enfants réagissent très bien. L'efficacité de la grippe diminue de manière très très régulière toutes les décennies à partir de 70 ans. Donc on se focalise sur la partie qui ne réagit pas. Alors que ceux qui sont les vecteurs sont les enfants. Et qu'il y a des morts chez les enfants. Donc moi je suis pour la vaccination des enfants. Et je fais vacciner mes petits-enfants. Qu'est-ce qui fait que les Français vous perçoivent comme un irréductible qui refuse de plier face à l'État et aux lourdeurs de l'État? Qu'est-ce qui fait la différence du professeur Raoult? J'en sais rien, alors ça vraiment. Comment vous voulez-vous que je sache que de l'intérieur... Mais vous avez conscience que vous êtes devenu un symbole quand même. Oui, mais si vous voulez, c'est pas... ça arrive, vous croyez qu'on choisit des choses comme ça? Enfin, faut être fou. Vous croyez qu'on enseigne, va faire des écoles de symbolisme social? Enfin, c'est des choses qui arrivent, c'est le destin. Personne ne décide de ça, si? Vous croyez que les gens décident de ça? Que moi, je ne suis pas comme Sarkozy qui se rasait en pensant qu'il allait devenir président de la République. Moi, je ne me rasais pas en disant je vais passer à la télé, je m'en fous complètement. Ça ne me porte rien, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, à part des ennuis, ça ne me porte rien. Hein. Est-ce que vous avez des nouvelles du président Macron qui était venu visiter l'IHU de Marseille? Non, j'ai plus de nouvelles.
Sur l'hydroxychloroquine, il ne vous a pas donné de signaux? Non, j'ai plus de nouvelles, mais encore une fois, si vous voulez, chacun doit faire son métier. Moi, je suis content que, et je l'ai dit, nous avons fait ici, sous l'impulsion de la présidence de Sarkozy, une opération qui était unique, qui a été prolongée par le président Hollande, qui a été prolongée par le président Macron, qui est de créer des instituts modernes qui ont une puissance suffisante pour faire face à des situations et pour pouvoir avoir une dimension internationale. On a créé ça. Moi, mon rôle, c'est de le faire fonctionner et de montrer que dans ce type de situation, nous sommes capables de faire face à la situation. Donc ça, c'est mon rôle. Après, le rôle de l'État, c'est de transformer ce que nous avons fait en quelque chose qui est utile pour la société en général. Ce n'est pas le mien de rôle, ça, c'est le leur. La décision politique est une décision qui est aussi complexe et aussi multifactorielle que la décision médicale. C'est compliqué, ça ne se règle pas en oui ou non. J'imagine qu'il y a de multiples paramètres qui rentrent en jeu, et je ne connais qu'une partie, et je ne veux pas connaître ce qui se passe. Les gens voient pour Trump, on dit Trump est pour l'hydroxychloroquine, en compte. Moi, je pense que Trump, il est au moins autant pour Gilead que pour l'hydroxychloroquine, parce qu'il aura besoin du peuple, mais il aura besoin d'argent aussi, et que l'argent, ce n'est pas le peuple qui va lui donner, à mon avis. Donc, si vous voulez, tout ça, je vois bien que pour mon monde, les gens sont très naïfs parce qu'on simplifie les choses à l'extrême, et pour le monde politique, pour ce que j'en connais, on est très très naïf aussi parce qu'on simplifie à l'extrême. Donc moi, mon rôle à moi, je suis content qu'on m'ait laissé jouer mon rôle. J'étais un peu ennuyé par des petites choses qui ne m'inquiètent pas, et dont je me fiche d'ailleurs, parce que j'estime que, encore une fois, ce que je quête, c'est l'estime de moi. J'ai pu faire tout ce que je pensais nécessaire. À la fin, je vois que je dis, au début, on me disait faites trop de tests. Maintenant, on me demande de refaire probablement ce qui est la limite ultime de ce que nous sommes capables de faire, parce que ça finit par faire des monstruosités. Donc, les gens ont changé d'approche, changeront peut-être d'approche. La science, c'est le temps qui la juge, hein, vous savez. Et donc, chacun est là où il doit être. Les politiques, c'est l'histoire qui les juge. Moi, je crois que l'histoire soit impitoyable pour la dérive scientifique que nous avs. Elle sera impitoyable. Ce qui s'est passé là est vraiment sidérant. Un scandale ? C'est un énorme scandale. Vous vous rendez compte, je ne sais même pas d'ailleurs, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides vous vous rendez compte de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Hein. Comment ce truc peut passer dans les 2 journaux qui avaient la plus grande influence ? Mais c'est en même temps qu'il y a, comme vous, les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Ce qui va faire, c'est l'audimat des articles que vous mettrez en préprint, si vous voulez, sur des sites. Maintenant, nous, à la suite de ça, on a créé notre propre site de préprint, puisque les gens faisaient de la censure même sur les sites de préprint. Donc, pour échapper à la censure ce que l'on doit penser dans une situation comme ça, enfin, vous avez vu, Facebook a censuré des articles ou des reports sur la chloroquine. Donc, on est rentré dans une espèce de conflit politique de censure, ce qui est une chose inouï pour les années, ce que je peux juger des années récentes. C'est arrivé avant. Hein. Je peux vous dire que l'évolution, ce pauvre Lamarck, quand il voulait faire l'évolution, ils ne l'ont pas tué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Cuvier, qui était pourtant un grand scientifique, hein, l'Académie des sciences fallait le tuer quand même. Hein. Et donc il a dû fermer sa gueule, on l'a interdit de parler, et puis il n'a plus parlé jusqu'à sa mort. Ouais. En tout cas, vous aussi, vous avez l'occasion de parler, et tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui depuis l'IHU de Marseille. Merci professeur Raoult pour cet entretien complet. Voilà, Julien Pasquier, c'est à vous avec vos invités pour le débrief de l'interview.
Merci beaucoup Laurence. Un entretien dense, beaucoup de choses à retenir de cette interview que vous venez de mener avec le professeur Raoult. Laurence, merci encore. On va débriefer ensemble jusqu'à 11h avec mes invités que je vous présente de nouveau. Fatima Yadani, docteur en microbiologie, merci encore d'être présente. Professeur Robert Cohen également, professeur de pédiatrie, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. On est avec notre journaliste Florian Tardif également et Jean-Michel Constantin qui est avec nous par liaison vidéo, anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Peut-être un premier mot, on l'accueillera dans un instant, le professeur Constantin. Un premier mot, Florian Tardif, avant de rentrer, de chapitrer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cet entretien du professeur Raoult. On peut retenir quand même que, déjà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le professeur Raoult à la télévision s'exprimer. Le donneur de leçons était beaucoup plus pédagogue. Aujourd'hui, il appelle au calme également. On le sent sur la forme, encore une fois, beaucoup plus serein que lors des semaines précédentes. Oui, même si il s'est toujours montré serein face à cette crise sanitaire. Il a expliqué que c'est la peur qui entraîne finalement la désorganisation et que le drame de notre pays, ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est notamment la désorganisation à cause d'une mauvaise organisation des pouvoirs publics. Il a dénoncé à nouveau, encore une fois, lorsqu'on était au tout début de cette crise sanitaire, lui appelait pour une meilleure synergie, par exemple, entre le privé et le public. Ça a été dénoncé par le professeur Raoult, mais par d'autres médecins. Et c'est vrai, c'est ce qui a péché, notamment donc, au début de cette crise sanitaire dans notre pays. Et c'est ce qui a peut-être conduit les pouvoirs politiques en place à, en finir par arriver jusqu'au confinement généralisé de l'ensemble de la population. Et ce qui avait été dénoncé au tout début de cette crise sanitaire par Didier Raoult et ce qui dénonce toujours aujourd'hui, c'est la peur, la désorganisation qui finit par conduire le pouvoir finalement à prendre des règles très strictes comme le confinement, comme aujourd'hui par le port du masque généralisé dans l'ensemble de la population. On en reviendra très certainement dans un instant sur ce que pense Didier Raoult quant au port du masque généralisé, que ce soit dans les lieux clos, mais comme en extérieur. Il faut se calmer, ce n'est pas pire que la grippe, c'est une maladie virale comme une autre, pas de drame, nous dit le professeur Raoult. Fatima Yadani. Il est rassurant, étonnamment rassurant. Alors moi, je suis très agréablement surprise par cet entretien du professeur aujourd'hui, parce qu'à quelques détails près, je ne peux que partager ce qu'il a indiqué. En fait, c'est une nouveauté, parce que jusqu'à présent, il y avait une division beaucoup plus grande autour des propos du professeur Raoult. Tout à fait. Tout le monde sait quand même que le professeur Raoult, c'est un professeur émérite. Je crois que personne ne conteste cela, ne serait-ce que par le nombre de publications, par la qualité des publications. Ça, c'est quelque chose qui est complètement acquis dans la communauté scientifique. Je crois que personne n'est jamais revenu sur ce sujet-là. En l'occurrence, le débat qui avait eu lieu, c'était sur le traitement qu'il préconisait. Là, j'ai trouvé un professeur Raoult très constructif. Il a pointé en fait tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous l'avez rappelé à juste titre, la synergie entre les systèmes de soins publics et privés, le port du masque, le dépistage massif, parce que c'est ce qu'il avait préconisé au départ. On se souvient des longues files d'attente à l'IEHU de Marseille où il avait, lui, préconisé justement le dépistage massivement pour pouvoir ensuite isoler ces personnes, éviter qu'elles et casser les chaînes de transmission. Je crois que tout ça, c'est ce qu'il rappelle. Et moi, je suis vraiment très agréablement surprise. Et je trouve que l'entretien d'aujourd'hui, à mon sens, le repositionne dans le centre du jeu. Et je crois qu'il donne des préconisations qu'elles deviennent des recommandations pour justement nos politiques et qu'ils prennent ces recommandations pour éviter justement un reconfinement qui serait catastrophique pour le pays. Et le débat autour de Didier Raoult finalement s'était focalisé durant des mois sur ce traitement consacré et qu'il préconise autour donc de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Mais c'est vrai qu'on oublie que le professeur Raoult, lorsqu'il présente d'ailleurs ses premiers résultats, je me suis replongé dans ces vidéos publiées donc par ses équipes. C'était le 16 mars, à la veille du confinement. Il présente les premiers résultats donc sur ce traitement à base d'hydroxychloroquine. Mais en amont de cette présentation, il explique que lui, sa doctrine, c'est tester,
tester et il faudra attendre des semaines, des mois même pour qu'on en vienne à tester massivement la population. Et sur ce sujet-là, le professeur Raoult, vraisemblablement, avait raison depuis des mois. Robert Cohen, il avait raison avant tout le monde, le professeur Raoult. C'est ce qu'il faut retenir ? Sur certains sujets, certainement. Sur ce qu'il vient de dire, d'abord la capacité qu'il a eue grâce à l'Institut qu'il a mis en place, et c'est complètement à mettre à son crédit, qui est absolument unique. Hein. Donc cette capacité... L'IHU de Marseille. Vraiment, donc là, de ce côté-là, il n'y a aucune arrière-pensée. Donc ça, c'était en avance. Bon, il y a eu cette polémique qui était sur la nivaquine et sur la méthodologie des études aussi. Bon. Parce que les études n'étaient pas faites à grande échelle, c'est ce qui, qui posait question d'ailleurs au pic de cette contradiction autour de la chloroquine. Moi, j'ai été extrêmement intéressé par son interview et je suis d'accord à 90% de ce qu'il a dit. Donc, j'ai aucune arrière-pensée. Quels sont les 10% qui vous chagrinent ? Alors, les 10%, on revient. Cette idée-là, elle est que quand vous dépistez les gens tôt, il faut bien comprendre que l'immense majorité va guérir sans symptômes. Donc, démontrer qu'un médicament marche ou qu'un vaccin marche, il est revenu après sur les vaccins, mais pourquoi un vaccin si les gens guérissent dans 90 ou 95%? C'est la même question qui se pose sur la nivaquine. D'accord ? C'est-à-dire que pour démontrer que le vaccin marche ou pour démontrer que la nivaquine marche, il faut des effectifs de patients absolument indispensable. C'est ce qui est en train d'être fait sur les phases 3 des études de vaccins, où elles vont comporter des dizaines de milliers de malades pour démontrer, la chose sur laquelle il est revenu, que pour démontrer que ce vaccin, d'abord, il faut qu'il marche, après, on voit ses effets indésirables, et après, on va dire s'il faut vacciner ou pas les gens. Il n'y a pas, sur ce sujet-là, et Raoult n'a jamais été un anti-vaccinal. Il veut voir des résultats, et il a raison. Eh bien, on aurait aimé la même rigueur sur l'évaluation de la nivaquine. Où je le suis, aussi, c'est un moment de dire que la nivaquine, c'était devenu extrêmement dangereux, etc. Donc, c'est vrai que la nivaquine peut donner des troubles du rythme, qui fait un électro... Bon, peu importe. L'association nivaquine-azithromycine, elle, associe deux produits qui avaient une potentialité cardiaque. C'est pas pour autant que c'était aussi dangereux, qui a été décrit dans certaines études, etc. Mais ça pose un problème. Donc, cette dichotomie entre... Oui, beaucoup de patients guérissent, donc il va falloir être prudent pour les vaccins. Et oui, on peut traiter beaucoup de gens avec nivaquine, dont on ne sait pas encore s'ils ont des formes graves. C'est là le point, j'allais dire, principal de désaccord. Beaucoup de réponses autour de la question donc du confinement, du port du masque, de l'hydroxychloroquine, de ces vaccins qui semblent émerger un petit peu partout dans le monde. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui est, pour moi en tout cas, le plus étonnant dans le discours du professeur Raoult, c'est cet appel au calme. Il rappelle que cette maladie virale est un petit peu comme une autre, que ce n'est pas pire que la grippe. Écoutons ce premier extrait et j'aimerais que vous réagissiez à ce propos. Je pense qu'il faut un peu rassurer la population parce que les gens voudraient se faire. On ne va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine. C'est ça, on ne peut pas le faire. Donc, il faut se calmer. Hein. Donc il faut revenir. C'est pas pire que la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver. Les jeunes, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes. Enfin, il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc il faut se calmer. Il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque. Il ne faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres parce que. Et je le rappelle bien, il faut se calmer, faut se calmer, c'est une maladie virale comme une autre. Fatima Yadani, depuis 6 mois, le gouvernement, le conseil scientifique, de nouveau là depuis quelques semaines et cette émergence de nouveaux cas croissants chaque jour en termes d'épidémie et de contagion. On est très alarmiste, le gouvernement nous prend à témoin, responsabilise, infantilise quasiment la population. Le conseil scientifique, encore une fois, rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande différence entre le discours gouvernemental, le discours du conseil scientifique et le discours du professeur Raoult qui, quand on l'entend, nous rassure énormément. Je sors de l'interview du professeur Raoult, je me dis... le Covid-19, c'est pas un problème, je peux l'avoir, je n'en mourrai pas et il n'y a pas autant de risques que ce qu'on peut nous dire. Alors, juste rappeler
en grande partie, en fait, comme l'a rappelé le professeur Cohen, dans 80% des cas, l'issue, elle est peu de symptômes ou une forme peu grave de la maladie. Donc ça, c'est le premier point. Et là, je rejoins ce que vient de dire le professeur Raoult. On a l'impression qu'on La crise est-elle proportionnée à la maladie? Voilà, ça résume ma question. Justement, c'est ce sur lequel je voulais en venir. On a l'impression que le climat est un peu anxiogène. Pourquoi? Parce qu'on a tous envie de savoir est-ce qu'on est positif ou pas. Et je crois qu'il y a un moment une certaine désorganisation. Une désorganisation notamment dans le système de dépistage. Il faut peut-être revoir le dépistage parce que certains d'entre nous seraient en fait auraient envie de se faire dépister régulièrement les 65 millions de Français tous les jours pour savoir est-ce qu'on est positif ou pas après tel ou tel événement. Je crois qu'à un moment, il va falloir se calmer, il va falloir que les pouvoirs publics définissent une vraie stratégie de dépistage, c'est-à-dire vous êtes dépisté soit si vous avez des symptômes, soit pour... Mais au moins qu'il y ait une organisation du système de dépistage, parce que là, on a l'impression que c'est un peu la désorganisation. Et bien évidemment, et en fait, qu'est-ce qui fait peur? C'est parce que c'est un virus que nous ne connaissions pas. Et comme nous n'avons pas ni de traitement curatif, ni de traitement préventif, que ce que peuvent être les vaccins, c'est la raison pour laquelle on a peur. Et donc... Mais aujourd'hui, maintenant qu'on le connaît mieux, vu ce que nous dit le professeur Raoult, pourquoi est-ce qu'on continue à être aussi alarmiste? Il y a 6 mois, je comprends, on ne le connaissait pas, j'entends vos arguments. Aujourd'hui, on le connaît, on ne le maîtrise pas, mais on a une connaissance quand même approfondie de ce Covid-19. Le professeur Raoult nous appelle au calme. C'est une maladie comme une autre, ce n'est pas pire que la grippe, mais nos instances, nos gouvernements sont encore toujours autant alarmistes, voire plus qu'avant. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement ni préventif ni curatif. Et à partir du moment oui, où mais il ne tue pas plus que la grippe. Certes, mais on ne sait pas comment soigner. Même si, et là je voudrais souligner en fait tout le travail qui a été fait par les équipes soignantes, qui maintenant la prise en charge, elle est meilleure au départ, et donc les équipes soignantes savent soigner, et ça c'est le retour d'expérience de tous les soignants, et je crois que la prise en charge est plus facile, plus aisée, et donc c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de personnes qui restent de manière plus courte dans les services de réanimation. Il y a une meilleure prise en charge du fait du retour d'expérience. Encore une fois, ce qui fait peur, c'est parce qu'on ne sait pas comment traiter et on ne sait pas comment prévenir la maladie. Sauf qu'encore une fois, le taux de mortalité est très largement... Juste rappeler que ce n'est pas le taux de mortalité, mais le taux de létalité. Et c'est 2 choses différentes. Vous pouvez nous rappeler la différence, comme ça ce sera clair une bonne fois pour toutes, pour moi et pour tous les gens qui nous regardent. Le taux de létalité, c'est le nombre de morts par rapport à la maladie, la maladie, le Covid-19. Le taux de mortalité, c'est le taux de morts sur la population, sur l'ensemble des maladies. Professeur Cohen. J'avais pas tout à fait, j'ai pas eu la même lecture ou écriture de moi, je me dis, les gens qui nous regardent et qui sont là avec ce discours alarmiste depuis des semaines et qui écoutent le professeur Raoult, là, pour le coup, sont encore une fois plus perdus que jamais. Revenir encore à l'idée que c'est aussi bénin. La grippe n'est pas toujours bénigne, loin de là, il l'a rappelé. Donc, que aussi bénin que la grippe, je crois qu'il ne faut pas revenir dans ce... Là, aujourd'hui, ce qu'on a... Pas pire que la grippe, je prends les mots du professeur Raoult. Où l'idée qui est importante, c'est qu'on a changé de paire de lunettes pour suivre cette épidémie. Avant, on avait une paire de lunettes où on ne voyait rien, puisqu'on ne testait pas. Maintenant, on a une paire de lunettes où on teste. On voit que plus on augmente les tests, plus il y a de cas. Donc ça peut être très rassurant. Mais de l'autre côté, on s'aperçoit que le pourcentage de tests positifs, quand ils sont augmentés, augmente. Donc ça, c'est inquiétant. Donc il y a des signaux positifs et il y a des signaux négatifs. Un autre signal positif, c'est le fait qu'il y a relativement peu de patients encore qui sont hospitalisés ou qui sont en réanimation. Il y a quand même des bruits dans la région parisienne d'augmentation des bruits, je ne sais pas, des faux bruits. C'est des. La Pitié-Salpêtrière, par exemple, hier, c'était 8 lits en réa. Et ben on va y aller dans un instant. Donc c'est pas complètement rassurant. C'est un virus comme les autres, entre guillemets, c'est un virus respiratoire. Je pense qu'il y a des côtés rassurants et des côtés non rassurants. Et quand on fait de la santé publique comme le gouvernement doit prendre des décisions, on est obligé quand même de prendre un certain nombre de précautions. Et donc, même s'il y a un côté rassurant, il n'y a pas que des côtés rassurants, loin de là. Je voudrais qu'on salue Jean-Michel Constantin, anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci d'être en direct avec nous, Jean-Michel Constantin. Ouais. Cet appel au calme de Didier Raoult, comment est-ce que vous l'entendez, vous qui accueillez les malades en réanimation ? Alors, cet appel au calme me semble très bienvenu. On n'avait plus vu le professeur Raoult depuis quelques semaines. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé l'homme de science et c'est bien.
L'appel au calme, il est important. Le calme ne veut pas dire l'absence d'anticipation, l'absence de préparation. Et oui, la létalité globale est pas très différente de celle de la grippe. C'est quelque chose qu'on dit depuis le tout début. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est l'immense taux de contamination. Et on arrive quand même pas très loin de 800 000 décès au niveau mondial. Un nombre de cas qui est très important, et c'est plus ça qui est embêtant. Et en plus, si on analyse un petit peu les chiffres à l'intérieur de la population, chez les plus de 60 ans, pour peu qu'ils aient d'autres comorbidités, on a quand même une mortalité qui est importante. Donc le fait d'appeler au calme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les mesures barrières et qu'il ne faut pas prévoir une réascension de l'épidémie qu'on est un peu en train de voir arriver d'ailleurs. Mais c'est une maladie virale comme une autre, elle n'est pas pire que la grippe, nous dit le professeur Raoult. Donc forcément, très honnêtement, pour les gens comme moi, qui ne sont pas médecins ou scientifiques, ça apporte une nouvelle confusion. Le gouvernement d'un côté me dit qu'il faut que je porte le masque obligatoirement à l'extérieur et à l'intérieur. Le professeur Raoult me dit qu'il faut que je reste calme, que ce masque n'est pas la panacée et qu'il faut rappeler que ce n'est pas pire de la grippe et que c'est une maladie virale comme une autre. Comment se positionner quand on entend ces deux sons de cloche? Mais ces sons de cloche ne sont, une fois de plus, pas différents. Regardez les décès qu'on a eus en France depuis le début de l'épidémie. C'est essentiellement une population à risque qui n'est pas la vôtre. Si vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, effectivement, vous n'avez pas l'air d'être à risque. Hein. Vous n'êtes ni en surpoids, vous n'avez pas plus de 65 ans, vous n'avez pas l'air hypertendu. Donc, vous n'êtes probablement pas dans le scope de ceux qui sont à risque. Non, mais c'est... Oui, je fais de la prédiction. Je crois que l'appel à limiter la contagion et donc à porter le masque dans les lieux clos et à respecter les gestes barrières, c'est pour éviter qu'on ait une réascension trop importante de l'épidémie et que de nouveau on contamine des personnes à risque. Merci beaucoup Jean-Michel Constantin. Vous restez avec nous, vous participez au débat. Je voudrais qu'on prenne la direction de Marseille, retrouver Laurence Ferrari qui vient de conclure cet entretien avec le professeur Raoult. On a envie d'avoir vos impressions évidemment Laurence. Vous n'avez pas eu le droit à la leçon du professeur Raoult, mais en revanche une pédagogie assénée avec calme. Il a répondu à toutes les questions sans ce petit air peut-être narquois supérieur qu'on a pu lui affubler ces dernières interviews. Comment l'avez-vous trouvé et qu'est-ce que vous retenez de cette interview, Laurence ? Mais écoutez, Julien, le but, c'était vraiment, et moi, ma volonté et celle de CNews, je crois, c'était de faire de la pédagogie. On est à la fin de l'été, les gens sont super inquiets pour la rentrée des enfants, la rentrée dans les entreprises. Donc, c'était pas le moment de faire un duel et, en gros, de le provoquer. L'idée, c'est d'entendre son message. Ce qu'il a à nous dire, le professeur Raoult, c'est le plus éminent spécialiste en matière de maladies infectieuses. Donc, quand même, il fallait lui laisser du temps et je crois que c'est le choix qu'on a fait à CNews. Il voulait dédramatiser la situation. Moi, je l'ai vu hier rapidement pour préparer l'entretien et c'est ce qu'il m'a dit. Il faut arrêter de faire peur. Et parce que la peur génère plus en fait de problèmes que la maladie elle-même. Donc je crois que c'était le but de cette prise de parole aujourd'hui, dédramatiser la situation. On a fait le point sur les masques. Ok, voilà, on n'a pas de preuves scientifiques que ça protège à 100%, mais il n'y a pas de protection à 100%. On a parlé des vaccins, vous l'avez entendu, avec une prise de parole assez intéressante. Il n'est pas anti-vaccin. Il recommande d'ailleurs les vaccins contre la varicelle, la grippe pour les enfants ou encore les gastro-entérites. Mais ce vaccin-là, il ne sait pas, encore une fois, s'il aura une efficacité à 100%. Donc il y avait des choses assez intéressantes. Le tabac aussi, j'imagine que ça va réagir sur votre plateau à propos de ce qu'il dit sur le tabac, qu'on ait censuré des articles qui montraient que le tabac protège du Covid, ne protège pas du cancer du poumon, je le rappelle encore et toujours, hein, c'est 75 000 décès par an liés au tabac dans notre pays, donc c'est un fléau absolu. Mais il y a peut-être une piste de recherche à aller chercher du côté de cette molécule du tabac, les traitements. Alors vous avez entendu évidemment sur l'hydroxychloroquine, il dit mais qu'on me prouve que autre chose marche mieux. C'est pas le cas, ça marche ici à Marseille, ça marche à Garches dans le service du professeur Perron. Il ne comprend pas pourquoi il y a eu cette telle levée de bouclier face à ce traitement qu'il utilise ici tous les jours. Là je suis à 100 mètres encore une fois de la file d'attente des gens qui viennent se faire dépister et qui ont confiance dans le professeur Raoult. Il y a la question des tests, il dit voilà, ils sont pas forcément fiables, mais il faut le faire tester. Et puis il y a
question de l'immunité des enfants. Donc voilà, je crois qu'on a essayé de faire un exercice de pédagogie. J'espère qu'on y a réussi. Les téléspectateurs nous le diront. Et qu'on a posé un certain nombre de pierres pour le débat à venir. Voilà. Et puis surtout, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas que les gens arrivent à la rentrée dans quelques jours dans un état de stress et d'angoisse absolue. C'est facteur de violence, c'est facteur de tension. Et je crois que la société n'en a pas besoin. Merci beaucoup Laurence Ferrari pour cet entretien plein de pédagogie donc qui nous a permis d'aller plus loin peut-être également sur ce sujet. Fatima Yanni, c'est vrai que Laurence le rappelait il y a un instant, le professeur Raoult qui a insisté longuement sur cette peur qui est en train de paralyser nos compatriotes et qui est notre meilleur ennemi finalement. C'est vrai, en fait, la peur, elle est de différents niveaux. La première, c'est parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a pas de traitement préventif et curatif. Et aussi parce qu'on a constaté quand même une certaine désorganisation au début de cette épidémie. Une désorganisation à tous les niveaux. À tous les niveaux, on a eu en fait une désorganisation au niveau des pouvoirs publics, en sachant pas ce qui est dû à la peur, justement. Qui est dû à la peur. Est-ce qu'elle n'est pas entretenue encore, cette peur? C'est ça, moi, la question que je me pose avec toutes ces mesures, ces déclarations, encore une fois, je me répète, du Conseil scientifique, du gouvernement. Les Français, cette peur, elle ne vient pas de nulle part. Alors, elle ne vient pas de nulle part parce que, en fait, le discours, il n'est pas clair. Quand vous avez un discours qui n'est pas cohérent, si on prend, par exemple, le nombre de personnes, si on prend le spectacle du Puy du Fou, on a autorisé 9000 personnes à un spectacle et qu'après, on vous dit qu'on interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une cohérence et qu'on puisse avoir confiance dans la parole publique? Le problème, c'est le discrédit de la parole publique. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Je crois que les scientifiques font leur travail de scientifique. Et ensuite, il y a les pouvoirs publics qui doivent s'emparer de ce travail scientifique et qui doivent créditer une certaine thèse. Et je crois que le problème, il est la perte de crédit de la parole publique. Et c'est ça qu'il faut retrouver et redonner la confiance aux Françaises et aux Français sur ce sujet-là. Et avoir de la clarté et de la cohérence dans les différentes dispositions que l'on prend. Et c'est ça ce que l'on demande. Il y a une thèse qui est quelque part... Alors Florian, je vous laisse aborder pour qu'on passe au masque ensuite. C'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement, non mais il y avait déjà un discrédit de la parole politique bien avant cette crise sanitaire et c'est d'ailleurs pour cela que l'exécutif a tenté de s'appuyer sur des recommandations scientifiques pour tenter justement de justifier son action durant cette crise sanitaire. À maintes reprises, on a vu dans un premier temps Édouard Philippe, Emmanuel Macron, puis Jean Castex ces derniers jours appuyer leur décision parfois de serrer la vis, par exemple, comme ils le font actuellement, sur des recommandations qui ont été faites par le Conseil scientifique ou d'autres scientifiques qu'Emmanuel Macron a beaucoup consulté. On l'a vu, par exemple, se rendre à l'IHU Méditerranée du professeur Raoult, mais il a rencontré d'autres spécialistes afin de tenter d'appuyer justement les choix qui allaient être faits, réalisés dans les semaines qui suivent par le pouvoir politique, justement parce qu'il y a un discrédit en la parole politique dans notre pays, mais cela ne date pas de cette crise sanitaire, cela date de bien avant. Professeur Cohen. Oui, je crois qu'il faut distinguer de temps en temps les avis du Conseil scientifique et les décisions politiques. Par exemple, le Conseil scientifique... les décisions politiques sont motivées par le Conseil scientifique. Oui, mais après, l'expression... L'expression politique n'est pas... par exemple, je ne pense pas que ça soit dans l'idée du Conseil scientifique et qu'on ait des preuves scientifiques que les masques en extérieur, quand on est seul dans la rue, servent à quelque chose. Je ne pense pas une seule seconde qu'on puisse s'appuyer. Alors derrière, pourquoi on impose ça? On impose ça peut-être de façon exagérée parce que quand vous partez de chez vous, vous n'allez pas passer votre temps à enlever votre masque, remettre votre masque, etc. L'explication, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que des données nouvelles par rapport à des nouvelles scientifiques nouvelles qui ont montré qu'on a eu des clusters en passant rue du Four ou dans une autre rue. Tout ça est un moment... encore une fois, ce que vous dites contribue à l'incompréhension des Français. Non, et on va entendre le professeur Raoult également sur ce... Je pense que c'est pas ça, c'est que... Parce que d'un côté, le gouvernement communique, encore une fois, hier, la ministre du Travail qui convoque les syndicats et les représentants sociaux pour imposer le masque en entreprise. Depuis quelques jours, les grandes villes de France imposent le masque en extérieur. Et nos scientifiques nous disent, mais c'est pas justifié, à la rue du Four, on n'attrape pas le Covid. C'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'explication du masque
large, c'est qu'on ne peut pas passer son temps à enlever et mettre son masque. C'est au lieu de dire on met partout parce que vous risquez partout, ce qui est complètement faux, d'accord ? Mais on le met partout parce que dans votre parcours de la journée, du 15 au 25 de cette rue, il faut mettre un masque. Et comme ça a été fait au départ, et les gens ne comprenaient plus rien. Moi, ce que je pense, c'est que l'explication derrière qui manque sur la décision et pas tout à coup que le risque est changé de façon considérable. Parlons-en de ces masques. Le masque protège-t-il vraiment contre le Covid-19 ? Écoutez la réponse du professeur Raoult, on continue d'en parler. Le masque protège les gens dans le domaine du soin. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. La question qui découle de cette réponse, elle est très très simple. Est-ce qu'on a généralisé le port du masque pour apaiser la peur des Français ? Je crois qu'on a manqué encore une fois de pédagogie. En fait, si on explique à chacun d'entre nous à quoi sert le masque, c'est-à-dire c'est un des gestes barrières. Ne jamais oublier que le lavage des mains est aussi un des gestes barrières et qu'il est essentiel. Il est presque plus important quand on écoute le professeur Raoult. Plus important que le masque. Non seulement plus important pour cette maladie-là, mais pour Parce qu'on a arrêté de parler du gel hydroalcoolique, même dans les campagnes du gouvernement à la télévision. Tout à fait. Et on s'est plus focalisé sur ce port de masque obligatoire ou pas obligatoire dans un certain nombre de villes ou d'espaces que de tous les gestes barrières, et le lavage des mains est essentiel pour cette maladie, mais aussi essentiel dans la transmission d'un certain nombre de maladies, de gastro-entérite par exemple. Il faut quand même signaler que cette année, dans 40 départements en France, en fait, le nombre de morts est inférieur à la même période de la même période. Donc, ce qui signifie quoi ? Que les gestes barrières ont eu un impact, et notamment le lavage des mains. Le port du masque, en fait, moi, je pense qu'il faut de la pédagogie, aussi bien pour le port du masque que pour les gestes barrières. Le port du masque. Pas eu assez de la pédagogie sur le port du masque ? Je trouve qu'on a sur la finalité. Sur la finalité, on a infantilisé les Françaises et les Français en leur disant vous devez oui, porter la finalité, professeur Raoult nous dit que ça ne sert à rien. Donc bien sûr que si, ça sert. C'est une barrière physique et on sait, et tout le monde le sait, et lui-même le dit, la transmission du virus, elle se fait notamment par les gouttelettes quand vous éternuez, et le port du masque est une barrière physique. Et que quand vous n'arrivez pas à avoir la distance entre vous et la personne qui est en face de vous, une distance minimale d'1 mètre, il faut la barrière physique qui est le port du masque. Donc c'est ça la pédagogie. Quelle est la finalité du masque et pourquoi on doit se prémunir avec l'ensemble des gestes barrières ? Et c'est ça la vraie pédagogie. Et dire aux uns et aux autres, vous devez porter le masque dans la rue A et pas dans la rue B, sans expliquer la finalité, c'est ça qui provoque en fait le problème dans la tête des uns et des autres. Il dit aussi quelque chose sur le masque qui est intéressant. Il dit, ok, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Je résume. En extérieur, ça a été prouvé que pour les personnels de santé, il y a un peu plus de preuves que ça, mais c'est pas grave en intérieur. C'est pas très très important. Mais c'est aussi un signe qu'on fait attention. Et je trouve qu'on est arrivé à l'effet inverse. C'est devenu comme la cape du toréador. La cape rouge, le masque, et on oublie la muleta, et on oublie que il faut se laver les mains souvent, on oublie qu'il faut aérer ses pièces parce que maintenant on sait qu'il peut y avoir une transmission en air, on oublie le distancement, et quand on ne parle que du masque, finalement, les gens promènent de la poche. Il a évoqué cette fixation trop importante que les gens font sur le masque, et par extension ces tensions également évoquées par le professeur Raoult, le masque qui rend fou. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de contradictions. Il y a besoin de plus de pédagogie. Ça change rien. On ne porte pas le masque que pour se protéger à un moment T. Si on dit que ça, on va perdre l'enlever, le remettre, etc. Et ça va être très très gênant. Il y a 2 réponses en fait à votre question sur pourquoi on généralise le port du masque aujourd'hui en France. La première, c'est en tout cas le constat qu'on fait dans l'entourage d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est qu'il y a eu une pénurie
au début de cette crise sanitaire, pénurie qui a créé un manque et qui a créé donc une demande forte de la part de la population. Et c'est vrai qu'au sein de l'opinion publique, puisque nous n'avons pas eu la possibilité de sortir masqués au tout début de cette crise sanitaire, et que maintenant nous pouvons avoir cette possibilité de nous protéger, eh bien il y avait une demande forte de la part d'une partie de la population, et c'est pour cela que l'exécutif a décidé d'instaurer et de généraliser le port du masque. Seconde réponse à votre question, et cela je le reproche aujourd'hui, c'est que le masque finalement est devenu un instrument politique pour expliquer que les pouvoirs publics souhaitent protéger au maximum la population. Et d'ailleurs, pourquoi un instrument politique? On peut prendre l'exemple de Paris. Pourquoi instaurer une généralisation du port du masque en extérieur dans une rue par exemple, la rue Daguerre dans le 14e arrondissement de la capitale, et ne pas le faire dans une rue adjacente quelques mètres plus loin, tout simplement parce que les pouvoirs politiques dans notre pays souhaitent montrer qu'ils prennent soin, entre guillemets, de la population, mais ne souhaitent pas non plus se mettre à dos, puisque il faut soigner effectivement son électorat, ceux qui ne souhaitent pas et qui sont récalcitrants concernant le port du masque en extérieur. Jean-Michel Constantin, qui est toujours avec nous. Si je résume les propos de Florian Tardif sous son contrôle, évidemment, avec le masque, on a donné un placebo à la population? Non, on n'a pas donné un placebo, mais on a la mémoire courte. L'OMS, depuis le début, dit le masque, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les mesures barrières, c'est se laver les mains et c'est faire attention. Une fois qu'on a fait ça, probablement que le masque a un intérêt, au moins dans les zones fermées. Ça, c'est à peu près certain. Après, la décision du masque en extérieur, c'est une décision qui est purement politique. Moi, je pense que c'est une erreur grave, à mon sens, parce que ça charge la barque et tout le monde en a marre. Mais c'est absolument pas scientifique. Et il ne faudrait pas que ça pousse dans le mauvais sens. Mais rappelons-nous ce qu'avait dit l'OMS, qui est quand même l'organe intéressant dans cette histoire. Depuis le début, c'était le masque n'est pas la priorité. Après, on a agité ça comme un chiffon rouge et on n'en a pas, on en a trop, on n'en a pas assez. Mais le problème initial, c'est de se laver les mains et d'avoir une distanciation physique quand on peut. Comment on va faire maintenant qu'on a obligé la population à porter le masque en extérieur et qu'on leur dit le masque en extérieur c'est politique, finalement ça ne sert à rien, il n'y a aucune valeur scientifique. Comment est-ce qu'on peut gérer une telle situation ? Alors, en fait, moi, je n'ai pas tout à fait dit ça. Le masque, il est essentiel quand on ne peut pas maintenir une distance. Et ça peut s'expliquer dans certaines rues, comme vous l'avez indiqué. La rue Daguerre, en général, c'est une rue dense où il y a beaucoup de monde. Et les rues adjacentes, il y a peu de monde. Tous les gens qui nous regardent n'habitent pas rue Daguerre, donc on va voilà, parler donc que de cette rue. Mais c'est la raison. Ce que je veux dire, c'est que certains pouvoirs publics ont décidé de faire porter le masque dans certaines rues et pas dans d'autres parce que, justement, ils estiment que le maintien de la distance n'est pas possible dans ces rues-là. Ça, c'est pour la première des choses. Moi, je trouve qu'on se focalise trop sur les espaces ouverts, alors qu'on devrait plus se focaliser sur les espaces clos, comme les lieux familiaux, comme la vie en entreprise. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est ce qui a été annoncé hier. D'ailleurs, il y a des mesures en entreprise. On a l'impression que parce que c'est l'été, on s'est focalisé sur les espaces non clos, alors que la vie d'entreprise, je vous rappelle quand même qu'il y a un cluster sur 4 ou sur 5 qui est dans l'entreprise. Et peut-être qu'il aurait fallu d'abord se focaliser sur ces espaces clos où certaines fois on ne peut pas avoir accès à la ventilation, à l'aération de ces zones closes, plutôt que de se focaliser sur le port obligatoire dans telle ou telle rue de telle ou telle ville. Et je crois qu'on a un sens des priorités qui est peut-être à revoir, et j'espère qu'on va au moins tirer bénéfice de l'expérience qui est passée et pouvoir avoir un message plus cohérent et plus lisible. Parce que ce que nous dit le professeur Raoult également, Robert Cohen, c'est que les mesures, elles augmentent des tensions non justifiées finalement. Absolument. Et on arrive à cette idée-là que le masque chirurgical ou le masque famille a quand même pour rôle essentiel de protéger les autres. Bon. C'est-à-dire que si on est dans un endroit, moi je porte le masque, toi tu ne le portes pas, peut-être que je te protège un peu, je me protège aussi un peu, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Hein, bon. Mais c'est donc à un moment, dans les milieux clos où il y a beaucoup de monde, on ne peut pas maintenir la distanciation
eh ben, il y a une cohérence à cette obligation. Et puis après, ça s'étend. Et moi, je voudrais insister sur un point. Il faut se rendre compte qu'on s'est installé sur la durée. Moi, je trouve des mesures aussi dures que ça, en sachant que, probablement, comme l'a dit Raoul, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais ce qu'on sent bien, c'est que ça ne va pas s'arrêter, ni le mois prochain, ni le mois d'après, etc. Donc, et cette maladie, elle évolue également. On est incapable de dire ce qu'elle sera demain. D'ailleurs, tiens, je vous coupe juste pour entendre cet extrait d'interview sur cette maladie imprévisible qui n'est plus la même que celle que l'on a découverte il y a 6 mois. Écoutez-le. Plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Voilà pour cette maladie qui évolue. Et en effet, les mesures qui sont celles d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain, alors que les mesures d'aujourd'hui ne sont pas forcément utiles avec la connaissance de la maladie qu'on a. C'est en cela, encore une fois, je me répète, mais qu'il y a une confusion qui est de plus en plus grande. Vous avez dit tout à l'heure qu'on connaissait beaucoup de choses sur ce virus. On a appris beaucoup de choses. Mais ce qui nous reste à apprendre, c'est encore beaucoup aussi. Faut pas... On est, je ne sais pas si on est à la moitié du chemin ou au tiers, mais il y a encore énormément de choses à apprendre. Et il faut qu'on arrive à l'idée que les connaissances scientifiques vont évoluer, en particulier le rôle de la transmission air qu'on subodorait un peu au départ, mais qui a augmenté, en particulier sur les variations des virus qui ont pu jouer un rôle aussi dans la transmissibilité, je ne parle pas dans la gravité de la maladie. Tout ça, il y a des choses qui évoluent et qui vont continuer à évoluer. On n'en a pas fini, il va falloir vivre avec et vivre de façon décente. Et cette, je pense, confusion est alimentée en fait par une double temporalité. Il y a la temporalité politique avec ces choix qui sont pris du jour au lendemain, qui se heurtent finalement à la temporalité scientifique où les chercheurs ont besoin de temps justement pour étudier le virus, l'impact que le virus a sur la population et fournir des recommandations qui peuvent, et le professeur Raoult l'a dit, changer, évoluer du jour au lendemain en fonction justement de cette temporalité scientifique qui n'est pas la temporalité politique. C'est que le temps scientifique n'est pas le temps politique. Et c'est là où, en fait, certains ont beaucoup de mal à comprendre. En plus, c'est un virus qui est apparu, un nouveau virus qui est apparu. Et en fait, les pouvoirs politiques demandent des réponses rapides. Et les scientifiques, en fait, comme vous l'avez indiqué, doivent faire des études. Les études sont longues, les temporalités ne sont pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il y a des confrontations entre le monde scientifique et le monde politique. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Est-ce que l'erreur des scientifiques... et peut-être du professeur Raoult, c'est d'avoir trop communiqué, d'avoir mis dans le domaine public les différentes réflexions autour de cette maladie, les différentes divergences entre les scientifiques, de mettre ça donc à la vue du grand public qui, lui, n'y comprenait pas grand-chose et qui a donc découvert ces manques d'accord, de consensus entre les différents scientifiques. Je crois pas. Je crois que est-ce qu'il y a une responsabilité des scientifiques dans cette confusion ? Il y a toujours une responsabilité scientifique, et en particulier, il y a toujours une responsabilité de la course à la dernière étude. En fait, ce que montre bien Raoult, c'est que toutes ces maladies infectieuses, ça s'inscrit dans une histoire. Et moi, je suis fréquemment consulté. L'étude publiée dans le JAMA il y a 3 jours montre que les enfants sont très contagieux. Vous lisez à peu près l'étude, vous appellerez que c'est pas tout à fait ça, que même si leur méthodologie... C'est des conclusions qui sont tirées plus que ce qui a marqué dans les articles. En fait, c'est un peu ça. Et on accumule des études qui bouchent des trous progressivement et qui améliorent nos compréhensions. Et si on n'essaye pas d'avoir un historique de ces études, en quoi cette étude apporte quelque chose, en quoi elle change ce qu'on savait, et Raoult à un moment dit je suis prêt à changer. Nous, en science, on est tout à fait prêt à changer. Je ne suis pas sûr que les politiques
Oui, c'est peut-être la différence. En effet. D'ailleurs, vous avez été le premier à revenir sur des propos que vous avez tenus au début de la crise sanitaire, justement, sur la contagiosité des enfants, où on estimait, il est vrai, au tout début de la crise, que parce que c'était un coronavirus, eh bien, les enfants étaient très contagieux. Il y a eu une première étude qui avait été réalisée notamment par des chercheurs sur ce qui s'était passé à Contamine-Montjoie, où un enfant qui avait été contaminé au sein du cercle familial n'avait que très peu contaminé ses camarades de classe, ses professeurs, et ce qui vous aviez justement poussé à réaliser une étude plus large sur justement les enfants et cette faible contagiosité des enfants. Bien sûr. Non, je crois qu'il faut publier le plus rapidement possible dans des journaux où on est reviewé, où il y a des gens qui critiquent, mais une fois que... Alors, il a beaucoup utilisé ce terme, le professeur Raoult, reviewer, c'est-à-dire qu'il y a des relectures des études par des gens extérieurs, pour voir si on les contrôler, les crédibiliser. Contrôler, etc. Bon, c'est pas toujours facile, on a vu qu'il y a un certain nombre d'erreurs, mais il y a toujours des erreurs, hein, donc on va pas... Bon, et une fois que c'est fait, on se le doit. C'est éthique pour nous en tant que chercheurs, quand on a un résultat qui peut changer, ça fait partie on n'a pas le droit de garder l'information pour nous. Nous n'avons pas ce droit. Il y a encore beaucoup de thèmes à aborder autour de cet entretien du professeur Raoult. On va parler du traitement à l'hydroxychloroquine, de la rentrée, du vaccin, de cette recherche, cette course au vaccin commentée également par le professeur Raoult. Je voudrais juste d'abord qu'on parle du confinement, parce qu'il en a été question également dans l'entretien de Laurence Ferrari. Pas vraiment utile ce confinement si l'on décrypte ce que dit le professeur Raoult, qui a mis là encore des incohérences au jour. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué en prenant des pincettes. Il a dit, à titre individuel, j'estime que ce confinement n'était pas forcément nécessaire. Et d'ailleurs, il a tenté d'appuyer en argumentant que les gens qui ont été confinés ont été finalement plus contaminés que les gens qui ont continué à travailler durant cette période de confinement. C'est vrai ça, statistiquement ? Je ne sais pas, il n'a pas donné les chiffres, mais vraisemblablement, il semble s'appuyer sur des statistiques qui ont été réalisées par des chercheurs européens, puisqu'on sait que la France n'a pas été le seul pays à être confiné ces derniers mois. Alors, est-ce qu'il y a eu plus de contamination L'expérience dans les milieux médicaux a été extrêmement claire, sur les milieux soignants. Au tout début de la maladie, il y a énormément de personnel soignant qui ont été contaminés et ils ont payé un très lourd tribut. Après, on a installé des mesures d'hygiène et notamment le masque en soins, comme il a été dit. Et là, on a vu une baisse des contaminations sur le personnel soignant qui a été extrêmement claire aussi. Et puis après, c'est imposé le port du masque aussi aux patients. Et là, on a encore eu une baisse. Et on s'aperçoit que quand du personnel médical se contamine par le virus, le plus souvent, c'est à l'extérieur du milieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mesures de distancement, d'hygiène, de port du masque, d'aération, ça marche. C'est-à-dire, c'est pas confinement versus rien du tout. Et si les gens, je ne connais pas l'étude dont on cite, je peux tout à fait imaginer que des gens qui ont travaillé à cette époque-là, qui n'ont pas été confinés et qui ont respecté, comme on l'a fait, les mesures d'hygiène, parce que moi, je n'ai pas arrêté de travailler, la majorité d'eux n'ont pas attrapé. Souvent, quand ils l'ont attrapé, c'est dans le milieu familial. Jean-Michel Constantin, qui est toujours avec nous, anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière. Selon vous, il était justifié, du point de vue du réanimateur, il était justifié ce confinement ? J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui nous a sauvés, ce qui nous a permis de ne pas être dépassés. Si on prend l'expérience du Royaume-Uni, où initialement ils n'ont pas confiné en disant on va jouer les protections individuelles et l'immunité collective, ils ont eu une telle escalade des cas graves et des décès qu'ils ont fini par confiner. Je crois qu'on a quand même un nombre d'arguments sur l'ensemble des pays où ça a été confiné et où le déconfinement a été mal fait pour dire ce qui a permis de casser la flambée épidémique, c'est le confinement. C'est Raoult qui a expliqué également que si la coordination, l'organisation avait été meilleure entre le public et le privé, ce confinement aurait peut-être également, là encore une fois, n'aurait pas encore été très utile. Ça, je crois que c'est complètement faux.
Si on prend l'expérience de l'Île-de-France, les réanimations privées, publiques, CHU, c'est-à-dire AP-HP et établissements périphériques ont été remplies en même temps, à la même vitesse. Il y a eu des patients partout. C'est pas la désorganisation qui a créé les décès. Il faut juste remettre dans la tête que fin mars, début avril, on intubait un patient toutes les demi-heures dans les services d'urgence de la PHP, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Qu'après, dans les zones où il y avait beaucoup moins de cas, effectivement, le privé s'est retrouvé un petit peu avec des services vides, c'est très probable. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu ce dysfonctionnement-là, au moins sur l'Île-de-France et les régions autour. On écoute à ce sujet le professeur Raoult. Il y a eu des zones dans lesquelles, si vous voulez, cette bivalence privée-publique a posé des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du privé parce que c'est le public qui organisait tout. Et donc, au moment où il y avait des problèmes de réa considérables, dans l'Est, ça je le sais parce que je connais des gens qui sont là-bas, on n'a pas utilisé à un moment les réanimations privées et les réanimations publiques étaient pleines. Donc, si vous voulez, moi, je trouve, mais j'espère qu'on y verra clair, que ce pays a eu un problème d'organisation très sérieux et que les endroits dans lesquels ça a le moins bien marché, c'est les endroits qui ont été les moins bien organisés. Sur ce rapport privé-public, une réaction, professeur Cohen? Alors, deux points. Les explications que j'ai données, moi je suis persuadé que le confinement a cassé l'épidémie. Je n'ai pas d'arrière-pensée sur la mesure où le moment a été pris. Alors sur ce thème, il y a un vrai désaccord avec le professeur Raoult. Oui. Donc mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi, si quand on compare les deux groupes comme il a comparé, on pouvait avoir des résultats de ce type-là. Le deuxième point, je crois que c'est une maladie... Je ne sais pas si elle est que française, mais c'est vrai que le trou qui est entre le privé et le public existe pas depuis cette affaire-là. Elle existe depuis très très longtemps. Rappelez-vous les campagnes de vaccination de la pandémie de 2009, où c'était seulement le secteur public qui avait le droit de vacciner, ce qui avait mis les médecins libéraux complètement... Mais d'entendre que la relation au privé n'a pas fonctionné quand on a fait venir des hôpitaux de campagne par l'armée, là encore, ça paraît étonnant. On va dire qu'elle n'a pas fonctionné partout. C'est pas des... On est partout, quand même pas un petit pays. Oui, parce que Jean-Michel Constantin nous disait il y a un instant que ça a fonctionné. On n'est pas un immense pays, mais on n'est pas un petit pays. Donc tout ne s'est pas passé. Et ce que dit M. Constantin, c'est strictement la vérité. Ça a pu bien se passer dans des endroits et moins bien dans d'autres. Hein. Et même encore aujourd'hui, quand on a la moindre pénurie de vaccins, etc., c'est tout de suite réservé au public et on oublie complètement le privé. Ce trou existe toujours, hein, on est d'accord. Fatima Yadani, sur la justification du confinement. Moi, je suis comme le professeur Cohen. Je pense qu'il était important de confiner à l'heure où ça a été fait. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle-ci, que ce soit au regard de la situation internationale que de la situation française. Juste rappeler que cette épidémie, cet épisode qui est passé, devrait nous ramener un peu à l'humilité et à certaines précautions. Et la première, c'est ce que vous venez d'indiquer, la relation entre le public et le privé, et à se dire qu'il faut peut-être une meilleure coordination, une synergie plutôt au niveau local. Bien sûr, il faut des préconisations et des recommandations nationales, mais il faut que ça se fasse au niveau du terrain. Là, on parlait de l'Île-de-France sur la synergie entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, que ça a relativement bien fonctionné. Il y a certaines zones où ça a moins bien fonctionné, et je crois qu'il faut redonner le pouvoir aux autorités locales, sous pilotage de l'autorité de l'État, qui peut être le préfet. Mais encore une fois, il faut redonner au terrain sa place, et sa place notamment pour coordonner ces différents établissements et pour éviter justement qu'on se retrouve avec des hôpitaux privés qui soient vides et des hôpitaux publics qui soient surchargés de patients. Allez, encore un thème, parce qu'il nous reste de moins en moins de temps, mais encore beaucoup de choses à dire. Comment ne pas associer le professeur Raoult à ce traitement de l'hydroxychloroquine? Il a évidemment confirmé une nouvelle fois au micro de Laurence Ferrari l'importance de son traitement et son efficacité. Surtout, Florian, il continue de promouvoir ce traitement pour lequel 4000 patients donc, ont été traités. Ça suffit pour le rendre crédible. Il nous a rappelé cette mortalité pour les patients donc traités l'hydroxychloroquine à 0,45%. Oui, en tout cas, lui, depuis le début de cette crise sanitaire, lorsqu'il défend justement son traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, il explique que voilà, ce sont des observations. Il faut rappeler que le professeur Raoult utilise bien avant donc le début de cette crise sanitaire
l'hydroxychloroquine pour traiter des patients atteints d'autres symptômes que ceux du coronavirus, et cela depuis 25 ans. Il l'a expliqué à plusieurs reprises. Je connais les conséquences de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, comment cela marche. Je connais le dosage précis qu'il faut donner à certains patients. Moi, je soigne des patients lorsque d'autres font des études pour potentiellement soigner des patients dans le futur. Lui, il explique que voilà, il y avait cette urgence, que en tant que professeur, directeur donc de l'IHU Méditerranée, il était là pour tester, dépister donc des cas positifs et tenter de réduire le nombre de cas sur le territoire et tenter donc de soigner ces patients. Et il fait fi de toutes ces études en critiquant au passage ce qui a été réalisé avec le Lancet Gate. Il parle de scandale à propos de ces études sur l'hydroxychloroquine qui ont évoqué des effets secondaires, 5 pieds nickelés, oui, en effet, pour apporter cette étude. Et il explique ces études qui contestent donc l'efficacité de l'hydroxychloroquine, docteur Yadani, par un conflit politique de censure. C'est ça l'explication ? Alors, en France, en fait, la chloroquine, c'est un débat passionnel. On a les pour chloroquine et les contre la chloroquine. La chloroquine, c'est une molécule, et le professeur Raoult l'a bien expliqué. Elle est utilisée pour un certain nombre de traitements, et notamment de traitements de maladies inflammatoires et aussi pour le palu, puisque c'est un antipaludéen. Il l'a dit à juste titre sur les vaccins, il faut que le rapport bénéfice-risque soit un rapport positif. Pour l'instant, le bénéfice, on ne sait pas s'il y a un bénéfice de l'hydroxychloroquine. Pourquoi ? Parce que les résultats que le professeur nous indique, on ne sait pas sur quelle population ils sont testés. Si c'est sur les précédentes études étaient sur des populations relativement jeunes, qui dans 80% des cas n'ont pas d'impact et en fait les symptômes sont relativement peu graves. Donc là, on ne connaît pas le profil des 4000 patients qu'a traité le professeur Raoult. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Il a commencé à publier des premiers résultats, et il est vrai que sur les patients qui ont été traités à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, la grande majorité des études que j'ai pu lire, publiées donc par les équipes du professeur Raoult, montrent que c'était des patients relativement jeunes, dans la grande majorité des cas, autour de 45 ans. Et on sait très bien que les symptômes sévères, les conséquences sévères sont sur des populations de plus de 65 ans. Donc déjà, il y a un biais par rapport à ça. Donc le bénéfice, on ne le connaît pas. Et le risque, il est peu avéré. Donc le rapport bénéfice-risque, pour l'instant, il n'est pas positif. Donc pourquoi on va administrer une molécule alors que vous savez que dans 80% des cas, vous allez guérir de façon plus ou moins naturelle. Alors le professeur Raoult qui se justifie par sa connaissance déjà de ce traitement, par sa connaissance de la posologie. D'ailleurs, il nous propose un raisonnement en le comparant la posologie avec du Doliprane qui, quand il est surdosé, est peut-être encore plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Écoutez-le et on continue de vous entendre. Le Doliprane, ça tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine quand même, il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide utilisée, le Doliprane. C'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le Doliprane. D'accord, ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à La Réunion sont morts à cause du Doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épouvantables, qui durait longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique et la dose toxique pour le Doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. D'accord. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Sur l'hydroxychloroquine, professeur Cohen. Je ne sais pas si c'est plus dangereux que la chloroquine, mais c'est clair que il vaut mieux prendre un comprimé d'hydroxychloroquine que 10 de Doliprane, si j'ai bien compris. Ça, oui, ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Les intoxications aiguës au paracétamol sont une cause importante d'insuffisance hépatique et de décès. Donc là, c'est vraiment un problème de posologie. Et là encore, pour rejoindre ce que dit le professeur Raoult, c'est que les médicaments, ça s'utilise à la dose. Ça doit être utilisé, et si on augmente les doses, on peut avoir un certain degré de toxicité pour le paracétamol, c'est vrai. Mais rappelez-vous que qui n'a pas pris le paracétamol ? Là, on n'est plus en milliards de prescriptions, on est donc c'est assez cohérent que ce soit. Mais néanmoins, le rapport qu'il fait est exact. Un médicament qui n'est pas utilisé à sa bonne dose, ça peut être. Je pense que vraiment cette idée de poser « je soigne » avec la recherche, moi, me gêne, parce qu'il fait tout le temps de la recherche, et pour le vaccin,
Et pour le vaccin, il dit bien, mais il va falloir des études pour montrer que... Oui, c'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et qui montre que c'est efficace et c'est très important et que c'est bien toléré. Là, je ne veux pas rentrer dans le débat de l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, la majorité... Mais est-ce qu'il y a besoin de faire un débat d'ailleurs ? Est-ce qu'il y avait besoin de faire un débat sur l'hydroxychloroquine qui, il y a quasiment un an, et nous le rappelle le professeur Raoult, pouvait se prendre quasiment sans ordonnance, et aujourd'hui on a l'impression que c'est le médicament le plus dangereux du monde. Et puis il faut savoir qu'il y a énormément de pays du Sud qui ont utilisé l'hydroxychloroquine, et on voit bien que, je ne vais pas faire d'études comparatives, mais le Brésil utilise beaucoup l'hydroxychloroquine, vous avez vu ce que ça donne, mais il y a des pays qui ne l'utilisent pas, qui ont le même type de courbe. Donc on n'a pas l'impression que ça a changé complètement le profil épidémique de la maladie. Fatima Yadani. Oui, pour compléter ce que vient de dire le professeur Cohen, en Espagne aussi, l'hydroxychloroquine a été utilisée très tôt dans l'épidémie. On remarque que leur taux de létalité était relativement important aussi. Je veux dire, il faut toute proportion garder, revenir à quelque chose de plus logique. Le professeur Raoult a un raisonnement que je partage complètement sur le vaccin, sur le rapport bénéfice-risque pour le vaccin, sur toutes les préconisations, les garanties que le vaccin doit avoir, et il a complètement raison. Et ce raisonnement, en fait, il ne le transpose pas pour l'usage de l'hydroxychloroquine. Et c'est là où on a un peu d'incohérence sur cette molécule. Encore une fois, je crois que c'est vraiment un débat passionnel en France sur cette molécule, et c'est ce qui fait qu'on a les pour et les contre, et que ça a un peu, c'est un peu devenu un débat anxiogène pour l'ensemble des Français. Il est presque l'heure de se quitter, mais on va évidemment débriefer tout au long de la journée dans nos différentes éditions cet entretien exclusif du professeur Raoult. Je voudrais juste profiter de la présence encore avec nous de Jean-Michel Constantin, peut-être pour faire un point, vous qui êtes anesthésiste, réanimateur à la Pitié-Salpêtrière. On parle depuis plusieurs semaines de cette résurgence des contaminations. Les cas augmentent de jour en jour. Quel est l'état des services de réanimation ? Êtes-vous inquiet pour les semaines qui viennent ? On n'est pas inquiet, mais on note de façon évidente une augmentation du nombre de cas en réanimation. Donc, c'est pas très important. Là, on est sur le groupe hospitalier, on est à 15 patients. On était à 350 patients fin mars. Donc, vous voyez, il n'y a pas de comparaison possible. Mais on était aussi à 0 nouveaux cas fin juin. Donc, on a passé l'été à se préparer pour avoir une réponse adaptée. C'est pas de l'inquiétude, c'est si le nombre de cas augmente, ce qui est possible, on fera ce qu'il faut pour s'en occuper. Merci beaucoup de nous avoir répondu, Jean-Michel Constantin. Je remercie Fatima Yadani d'avoir été avec nous en plateau, le professeur Robert Cohen.